Pour ce nouvel épisode du Ciné Club, je suis très content de recevoir en studio une personnalité bien connue ici en Estrie, soit le réalisateur et scénariste Anh Minh Truong. C'est un cinéaste très versatile qui œuvre depuis quand même assez longtemps dans le milieu, mais qui n'a sorti son premier long-métrage qu'en 2023, soit Des hommes la nuit. Depuis 2002, il a réalisé 18 courts et moyens-métrages, dont Mon œil, Blackout, Après la peine et Le roi de la montagne. Ses œuvres ont parcouru plus d'une centaine de festivals de films nationaux et internationaux et lui ont valu une cinquantaine de prix et distinctions, dont le prix Silence on court à Cannes en 2005. Après un passage remarqué à l'émission Fais sa cour en 2007, il réalise plus d'une centaine de publicités, vidéoclips et séries télé qui récoltent plusieurs récompenses et nominations, notamment au prix Gémeaux et à la Disque. En 2023, son premier long-métrage de fiction Des hommes la nuit sort dans les cinémas du Québec et marque un nouveau chapitre dans sa carrière désormais consacrée au long-métrage. Anh Minh, c'est pas juste un cinéaste, c'est aussi un vulgarisateur, un porte-étendard un peu de son milieu. Il donne des conférences sur le métier, enseigne le langage du cinéma à l'Université de Sherbrooke. Il accompagne et mentor des cinéastes de la relève. Il participe aussi à de nombreux jurys, s'implique dans divers organismes pour la diversité territoriale du cinéma et prête sa voix à différentes causes au sein de sa communauté. Il développe actuellement ses prochains longs-métrages de fiction, dont un suspense policier dans le Québec rural des années 80, et Maple, l'adaptation cinématographique du roman de David Goudreau. Il nous mentionne justement vers la fin de l'épisode la vision qu'il a de cette adaptation-là cinématographique. Ça a été une rencontre très enrichissante, très intéressante aussi, un peu plus longue qu'à l'habitude, mais vraiment, il n'y a pas de redondance, c'est vraiment très intéressant et je vous invite vraiment à vous intéresser à ces projets et à visionner les films dont il parle. Il y a vraiment des très très bons goûts et je crois que vous avez probablement déjà regardé des films dont il va parler, donc c'est vraiment très intéressant de l'entendre lui-même nous dire pourquoi ces films-là sont marquants dans sa carrière ou dans son appréciation du cinéma au général. Donc voilà, bonne écoute, merci et n'oubliez pas de suivre le channel de Ciné-Histoire et de regarder les autres épisodes qu'on a déjà produits du Ciné Club. Merci et bonne écoute. Anh Minh, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de participer au Ciné Club. Je suis très enchanté de te recevoir ici, réalisateur estrien que j'apprécie beaucoup. On s'était parlé il y a un an ou deux, je crois, à la sortie des Hommes la nuit. D'abord, comment ça va? Ça va bien. Je veux dire, comme tu l'as dit, moi, je suis peut-être un des rares cinéastes qui habitent en Estrie, carrément à Sherbrooke. Là, on est à l'Université de Sherbrooke. Je suis moi-même chargé de cours ici. Je travaille souvent sur le campus. Fait que pour moi, c'était naturel de passer te voir puis de jaser cinéma. C'est rare qu'on a la chance de parler à la radio, entre guillemets, de cinéma de façon aussi approfondie, mettons. Ouais. C'est ce qui manque, même au Québec en général. Là, là, j'ai vu que, c'est quoi, ces Vidéos Centre-Ville à Québec qui ont comme parti une petite série à la Combini. C'est très cool. Je suis un nostalgique du format physique. Je pense qu'on peut le voir dans les éléments de décor. J'aimerais revenir d'entrée de jeu peut-être sur Des hommes la nuit. Il est sorti, il a fait sa première au Festival Cinéma du Monde il y a presque deux ans maintenant. Devant vraiment un engouement certain. Là, il y avait je ne sais plus combien de salles qui étaient remplies. Il y avait 4 ou 5. C'est ça. On était presque 1000 personnes. Puis c'est un projet vraiment né en Estrie, qui a fait travailler des gens de l'Estrie, qui met en valeur aussi l'Estrie. Maintenant que la poussière est retombée, qu'est-ce que tu retires de cette expérience-là, de ton premier long-métrage, toi qui avais quand même là, presque 20 ans d'expérience en court-métrage, en clip et tout ça. Qu'est-ce que tu retiens de cette première expérience de long-métrage? Bien, pour moi, en fait, ça a confirmé une chose. Pour moi, le long-métrage, c'est mon format. C'est mon médium. Il y a même du monde qui m'ont dit après la sortie du long, tirais-tu en série télé? J'ai dit, ça se peut que tu reçoives des appels. Puis j'ai comme réfléchi, j'ai fait... C'est vrai que ça se peut que je reçoive des appels. J'ai comme fait, non. On dirait qu'il y a quelque chose du long-métrage, dans la profondeur, dans le cinéma en tant que tel. Qu'est-ce que le cinéma? Puis même en faisant le film, je me posais souvent cette question-là. Comment est-ce que je ne fais pas de télé présentement? Comment est-ce que je fais du cinéma? Puis fait que le film a confirmé ça pour moi. Puis aussi que, tu sais, pour moi, présentement, le cinéma, c'est aussi l'écriture. Je dis, ça fait 22 ans que je suis réalisateur, mais ça fait 12 ans que je suis scénariste. C'est pas pareil. J'ai commencé comme réalisateur, puis je suis devenu scénariste par après, tu sais. Puis pour moi, c'est rendu... c'est indissociable. C'est-à-dire que les deux, pour moi, le cinéma, c'est vraiment
mon médium d'expression, d'écriture et professionnel. C'est mon métier aussi, tu sais, là, c'est ça. Le fait que ce soit, oui, comme tu dis, c'est un film qui a été produit ici en Estrie. Tu sais, si, mettons, on met juste des barèmes pour que les gens comprennent, c'est quand même un film fait de manière assez indépendante. Ouais. Au Québec, ça existe, mais c'est quand même rare. Nous, en plus, on a été sociofinancés. Je pense qu'on était un des rares cas parce qu'on a eu quand même beaucoup d'argent en sociofinancement, financé notamment par la région estrienne, mais tous les entrepreneurs du coin, monsieur, madame, tout le monde, les différents paliers politiques. Fait que c'est quand même un film qui a nécessité un déploiement quand même assez massif pour qu'il puisse exister. Okay? Là, je ne ferai pas un cours de comment on finance le cinéma au Québec. Là, ça serait peut-être un peu long, tu sais. Mais c'est un film qui a été fait un peu En fait, c'est pas parce qu'on n'a pas voulu le financer. On a essayé, ça n'a pas fonctionné. Puis juste pour que les gens le sachent, au Québec, il y a beaucoup de films qui ne vont jamais naître parce qu'on n'a juste pas assez d'argent pour financer tout le talent qu'on a. Puis c'est pas parce qu'il y a des mauvais films. T'sais, moi, souvent, je suis jury pour la SODEC et les institutions qui financent ces films. Puis je te dis, sur 100 films, on va en financer 12. Est-ce que c'est vrai qu'il y a 12 bons films? Faux. Il y a au moins 30 bons films. Alors, à partir de là, les choix éditoriaux, les choix... Je veux dire, c'est cruel et c'est difficile. Fait que Des Hommes la nuit, c'est un film qui a passé à travers ce système-là. Nous, on a eu énormément de commentaires positifs, mais finalement, on n'a pas réussi, comme je dis souvent, à traverser le système. Fait que le film était mort, littéralement. En fait, c'était rendu un fichier Word, là, on pourrait dire ça. Puis ensuite, il a été ressuscité par la région parce que le film devait être produit à Montréal comme beaucoup de films au Québec. Puis finalement, c'est ça. Donc, je vais juste faire une histoire courte. Fait que, tu sais, les producteurs du coin, le milieu du cinéma, tu sais, ça fait plusieurs décennies qu'il existe en Estrie, mais c'est juste récemment qu'il y a eu une espèce de momentum qui fait qu'il peut finalement exister ici des films qui sortent en salle et aussi des cinéastes qui vivent de leur métier. Là, ça, c'est la grosse affaire pour un milieu qui n'est pas à Montréal. Puis, tu sais, je dis l'Estrie, mais toutes les régions du Québec vivent ce même combat. Québec, la ville, vit ce combat-là depuis plusieurs décennies aussi, mais au Saguenay, name it, je veux dire. Là, nous, on a réussi avec les décennies. Tu sais, moi, ça fait plus de 20 ans que je fais ça, tu sais, puis je l'ai vu passer les différents vagues, mouvements, tu sais, puis même les cinéastes qui sont nés ici puis qui sont partis. Je suis un des rares qui est resté, mettons, puis qui a travaillé pour que ça fonctionne. Tu étais une partie un peu à Montréal aussi dans non, le début, parce que c'était ça. le passage obligé. C'est ça, j'ai étudié à Montréal, j'étais allé à Concordia, j'ai eu mon bac puis tout. Puis pendant peut-être les 12 premières années de ma carrière, j'ai travaillé 50-50. Montréal, Sherbrooke, je faisais la route, je travaillais en télévision, en publicité, tu sais. Mais juste pour dire que, tu sais, c'est ça. Présentement, en Estrie, il y a un engouement. Le milieu est mûr, en fait, on va dire ça comme ça. Il y a eu le Festival du cinéma du monde a contribué à ça. Il y a plein d'événements qui ont contribué à ça. La naissance du BIM, bon, tout ça. Puis, c'est plate à dire, mais la COVID a aidé. Tu sais, les gens ont remarqué, on peut travailler à distance. Fait que ça leur a amené beaucoup de talent ici. Puis des gens comme, je nomme Pilou notamment, tu sais, qui lui-même a été un pôle d'attraction qui a attiré d'autres créateurs. Bref, présentement, le milieu du cinéma en Estrie, en fait, on peut dire qu'il existe. C'est juste de dire ça, c'est une victoire. De dire qu'on est capable de faire des films ici, pas juste techniquement, là, mais de les financer, puis qu'il y a des techniciens qui habitent ici, des créateurs qui habitent ici, puis qu'on est quand même capable d'attirer des talents de l'extérieur pour qu'ils viennent travailler ici, c'est une grande victoire. T'sais. Puis Les Hommes de la nuit fait partie de ça. C'est peut-être le film qui est la démonstration que c'est possible, puisqu'il est sorti en salle. Parce que c'est ça, il y a une différence quand même entre faire des courts-métrages puis là, de faire un film qui sort en salle puis qui tout ça, tu sais. Fait que c'est sûr que ça, je pense que pour les gens, que ce soit ailleurs en Estrie ou même en Estrie, c'est le film fort, le film qui témoigne de ça, du moins, tu sais. Puis ne serait-ce que pour ça, pour moi, c'est sûr qu'il y a une grande fierté. D'un point de vue personnel, tu sais, je dis souvent, chaque film, c'est comme un enfant. Pour moi, ce film-là a eu un destin particulier, dans son chemin a été tortueux pour en arriver à sa naissance, tu sais. Mais je suis extrêmement fier de cet enfant-là. Il n'est pas parfait, il est le résultat du contexte dans lequel on l'a fait. Mais je veux dire, il n'y a pas grand-chose que je referais différemment compte tenu du contexte. Là, Puis j'ai ça. Puis c'est sûr qu'un film, quand tu le portes pendant 10 ans, puis c'est drôle parce que maintenant au Québec, tous les premiers longs métrages, puis je ne suis pas le seul, là, souvent on les porte pendant environ 10 ans. Le film qui est sorti avec Pierre-Luc Funk... le film... à l'automne dernier. C'est ça, d'extraterrestres. D'extraterrestres, exactement. Ça, puis les cinéastes, moi, je les connais, puis ils font du cours depuis plusieurs années, ils ont du succès, puis eux aussi, ça a pris 10 ans. T'es comme, OK, je pense que c'est plate à dire, mais le milieu est tellement saturé, je ne vais pas dire que c'est la norme, mais qu'il faut peut-être s'habituer que les premiers cinéastes, leur premier long métrage, qui réussissent à passer à travers le système ou pas, prend énormément de temps. Fait que quand dans ta vie, tu prends un projet qui te porte aussi longtemps, c'est sûr que ça a une autre saveur particulière. C'est comme, OK,
c'est un quart de ma vie ou un tiers de ma vie, dépendant de l'âge que tu as. Tu es comme, OK, tu sais, c'est ça que là, maintenant, je suis rendu ailleurs, mais je suis très fier de l'enfant qui est né à travers tout ce chemin particulier-là. Puis est-ce que tu suggérerais justement c'est sûr que le plan A, c'est d'être financé par la SODEC, puis c'est ça, tous les fonds là, qui découlent de ce financement-là. Moi, je veux revenir un peu sur le sociofinancement. C'est ça, il y a eu un réel engouement pour ton film, ce qu'il n'y a habituellement pas pour les quelques courts, moyens et longs métrages qui ont été sociofinancés comme ça. Est-ce que tu recommanderais cette avenue-là quand même? Je comprends que c'est pas la source d'argent, le revenu principal du film, mais ça engage un peu les gens dans le projet et tout. Est-ce que tu recommandes cette avenue-là advenant que les moyens traditionnels fonctionnent pas, ou est-ce que tu t'en tires peut-être des leçons? Je vais te répondre en deux temps. La première réponse, je vais dire, c'est je le recommanderais, mais je ne recommencerai pas. Okay. C'est parce que c'est vraiment une job à temps plein. Puis je paye encore de cette campagne de financement-là. J'ai encore des choses à livrer en lien avec des hommes la nuit. La campagne a même eu lieu en 2020. Là. On est presque 5 ans plus tard, puis c'est pas fini. C'est ça. Fait que le monde qui ont fait du sociofinancement savent que c'est porteur de quelque chose de très fort, mais c'est aussi très lourd à porter. C'est une job à temps plein en soi. Fait que je suis content de l'avoir fait. Ça l'a mobilisé, ça a créé un engouement, comme tu dis. Puis la preuve, c'est l'argent carrément. Il y a vraiment une différence en disant « Hey, j'aime ce que tu fais, puis j'appuie », puis ensuite sortir ta carte de crédit, puis mettre 100$, 200$, 5000$, 10 000$ dans un film que tu ne connais pas le scénario, c'est ça. Bon. À partir de là, est-ce que c'est la voie que je recommande à d'autres? Bien, ça dépend on en est où, puis ça dépend à quel point tu es prêt à porter ça. Puis je pense que ça va arriver de plus en plus, que du monde qui vont financer des films, en partie comme nous on l'a fait, avec le sociofinancement. Je pense que c'est un bon tremplin, en fait, pour aussi mobiliser une communauté. Je suis pas sûr que, par exemple, un cinéaste qui est basé à Montréal, qui fait un premier court-métrage, réussirait à ramasser les 200 000$ que nous, on a ramassés. Je veux dire, ben, toi, c'est en partie avec ton bagage, avec ton implication dans le milieu qui a aidé à ce que, justement, la campagne... Comme je te dis, moi, j'ai étudié à Montréal, j'ai fait un parcours là, mais moi, je suis enraciné ici depuis toujours. C'est mon enracinement ici. Tout ce que j'ai investi dans mon territoire, ça m'est rapporté, finalement, 20 ans plus tard. Tu comprends-tu? C'est ça. Fait que je pense qu'on va revoir des cas de sociofinancement au cinéma. Est-ce que ça va être aussi large que ce que nous, on a réussi à faire pour en faire un long métrage? Je ne sais pas. En court métrage, c'est sûr que ça peut fonctionner. Ne serait-ce que juste dire mobiliser ta famille. Hey, j'ai réussi à ramasser un 10 000$ pour faire un premier cours. Moi, quand j'ai commencé à faire des courts métrages, ça n'existait pas. En fait, je vais juste rappeler aux gens. Moi, j'ai commencé à l'époque pré-YouTube. Le numérique venait d'arriver dans les foyers des gens. Les films n'étaient pas diffusés. Fait que, juste dire ça, c'est OK, fait que l'argent vient d'où faire des courts-métrages? C'était un mystère. Tu comprends? Fait que c'était vraiment de ma poche que j'ai fait pendant très longtemps. Les jeunes qui commencent, genre, souvent, armez-vous de patience. En plus, surtout maintenant qu'il y a de plus en plus de cinéastes. Moi, ça a pris 9 films avant que j'ai un premier financement pour faire un court-métrage. J'en ai fait 9 de ma poche, c'est ça. Fait que le sociofinancement, c'est sûr que si ça existait à l'époque, j'aurais probablement utilisé. Mais bon, maintenant, je vois l'impact qu'on a eu, puis je pense que ça va probablement influencer peut-être d'autres jeunes à faire des campagnes de financement. Puis écoute, allez-y, mais préparez-vous à travailler. Il n'y a rien de gratuit. L'argent vient d'ailleurs, vient pas du gouvernement, vient des particuliers, de la communauté, mais il faut que tu travailles autant pour le rembourser, entre guillemets. Mais clairement, ces 9 courts-métrages-là, pas financés, ça t'a aidé ultimement pour ton long métrage à la gestion des ressources, la gestion efficace des ressources et tout. Moi, tu sais, c'est sûr que, tu sais, d'un point de vue très extérieur sur papier, j'aurais aimé ça que mon premier long métrage soit fait beaucoup plus tôt dans ma carrière. Mettons, là. Je m'étais dit, moi, j'ai commencé quand même à 18 ans. Puis je me dis, j'aimerais ça qu'à 30 ans, j'ai fait un long, tu sais. Puis à 30 ans, je n'étais pas encore là. Bon, j'ai eu des enfants, là, ça aussi, ça change la donne. Mais puis là, finalement, le long métrage est sorti quand j'ai eu 40 ans. Tu sais, j'ai fait, OK, ça a pris 22 ans, tu sais. C'est ça que j'aurais souhaité. Mais en même temps, quand j'ai fait ce premier long métrage-là, je me sentais zéro imposteur et 100% prêt à le faire. Je ne veux pas dire que c'était pas difficile. Il y a eu des défis, mais en même temps, je me sentais tellement prêt et à ma place. Puis, je veux dire, on ne le cachera pas aussi, mon expérience des 2 décennies a permis de faire un film de cette ampleur-là avec ces moyens-là. Si je donnais des chiffres à des cinéastes, on a tourné, on n'avait même pas de 300 000$. 300 000$, là, normalement, c'est le budget de 2 courts-métrages.
financés au Québec. T'sais. Là, nous, on a fait un long métrage. Puis, on a fait 45 lieux de tournage. On a tourné dans 5 villes différentes en Estrie. Il y a vraiment des paramètres, mais c'est l'expérience de tous les courts-métrages, des vidéoclips, des publicités que j'ai faites, tout ce bagage-là qui m'a amené au long métrage, c'est sûr que ça l'a servi. Puis je pense pas que j'aurais réussi à faire le film si j'avais pas passé à travers tout ce parcours-là, c'est sûr. Puis tu suggérerais-tu justement à des jeunes cinéastes de faire un peu ton chemin de croix, là, c'est-à-dire de travailler dans différents types de production cinématographique, que ce soit du clip, de la publicité et tout. Il y en a un peu autour de nous, des Paul Thomas Anderson, des Tarantino qui ont commencé très tôt. Bon, c'est des bons scénaristes aussi à la base. Ils ont commencé comme scénaristes. C'est peut-être ça qui, je veux pas dire qui a aidé, mais en tout cas, ils savent. En tout cas, il y avait des bons projets dans leur tête qui se sont finalement bien concrétisés. Mais est-ce que tu considère que ça devrait être un passage obligé justement pour ne pas avoir ce sentiment d'imposteur-là ou en tout cas... Je sais pas. Moi, je pense que chacun a son parcours. Je peux pas dire pour les autres. Mais en fait, tu ramènes un point intéressant quand tu parles de Tarantino et Paul Thomas Anderson. Moi, mon seul regret, entre guillemets, c'est de ne pas avoir commencé à écrire plus tôt. Ouais. Moi, je dis souvent, j'ai commencé à devenir scénariste à 30 ans, mais j'ai commencé à être réalisateur à 18 ans. Tu sais, là, c'est ça. Puis je pense que l'écriture, c'est la clé. C'est la clé du cinéma, en fait. Mais que souvent, quand on commence en cinéma, les jeunes cinéastes, puis c'est pas juste moi, là, encore de nos jours, souvent, ils arrivent du monde de l'image. Et c'est normal. Le cinéma, c'est tellement un médium d'image, mais on ne se rend pas à quel point l'écriture est derrière tout. Et derrière l'image, et derrière le son, derrière la musique, tu sais, là, c'est ça. Fait que j'avoue que, tu sais, si c'était à refaire, entre guillemets, j'aurais commencé, je pense, à assumer plus tôt que j'étais capable d'écrire. Parce que je travaillais avec un scénariste, un ami, un de mes meilleurs amis à l'époque, tu sais, mais j'étais complexé par mon écriture. J'étais comme, il me semble que je viens pas de ce monde-là. Moi, je viens du monde des images à la base. Ouais. À la base, j'étais un artiste visuel. Je viens de la BD même, tu sais, puis c'est le montage qui m'a amené tranquillement, OK, en cinéma, ensuite la direction photo, puis ensuite les acteurs. L'écriture, c'est la dernière chose qui est arrivée dans ma vie, tu sais. Ouais. Puis je pense que c'est plate à dire, mais tu sais, c'est ça. Les cinéastes qui commencent puis qui arrivent par l'image, c'est correct. On peut l'assumer, on doit l'assumer, mais comprenez que c'est les mots qui vont faire naître les films. Ne serait-ce que juste convaincre les gens pour avoir votre financement. Tu sais, c'est pas en montrant les images que tu vas avoir de l'argent. C'est en écrivant des mots. C'est un peu plate à dire, mais c'est ça le système, au fond. Puis l'art aussi, enfin. Fait que, tu sais, c'est ça. Moi, à chacun son parcours. Moi, je dis, tu sais, j'étais heureux de faire un premier long-métrage en pleine possession de mes moyens. Puis là, je sens que je suis à un nouveau chapitre un peu de ma carrière, mais tout ça a mené à ça, tu sais, ça. Est-ce que quelqu'un qui commence, mettons Xavier Dolan, ben écoute, je suis heureux pour lui qu'à 18 ans, il a fait un premier long-métrage, mais tout ce qu'il a vécu, tu sais, je dis, il l'a appris aussi aux yeux du public puis aux yeux du monde, tu sais. Moi, je dis souvent, j'ai tout appris, mais pas aux yeux du public. Fait que, tu sais, mes erreurs, j'en ai faites des milliers, mais peu de monde les ont vues. C'est ça. Il y a ça qui fait que, tu sais, parce qu'on cache... Il y a le risque aussi, tu sais, là, Dolan, c'est un bon exemple, entre guillemets, parce que rapidement, je pense que son œuvre a été appréciée du public, mais rapidement, là, il y avait, j'imagine, une certaine pression de faire comme, il faut que tu fasses mieux que ton premier film, puis, tu sais, il y a eu comme 3-4 bons films avant de finalement en faire certains qui pognent un peu moins ou qui sont moins bien reçus, puis sans dire que ça a tué sa carrière. T'es encore jeune, là, mais tu sais, déjà là, il a pris du recul un peu du cinéma, puis il s'est tourné vers la série, il se tourne vers d'autres projets, là, il se tourne vers la France maintenant, fait que comme, tu sais, il y a des risques de rentrer rapidement dans ce milieu-là, puis après ça, de pogner un mur. C'est ça. Ben, tu sais, souvent, moi, je trouve la plus grande difficulté du cinéma, si on parle de point de vue des cinéastes, c'est de durer. Parce que, tu sais, je veux dire, mettons, si je fais juste nommer de ma promotion à l'université, des 30 qui ont gradué, on est moins que 5 qui font encore ce métier-là. Tu sais, c'est ça. C'est tellement dur. C'est parce qu'on se fait tout le temps refuser, l'argent, la vie, tout ça, tu sais. Puis la flamme qui nous anime, tu sais, c'est ça qui nous anime, mais c'est aussi ça qui va nous brûler. Fait qu'il faut vraiment faire attention. Puis un cas comme Dolan, c'est vraiment intéressant parce que je pense que récemment, il s'est brûlé. Il s'est brûlé avec sa flamme. Ça, tu sais, puis là, maintenant, sa flamme revient, ça, tu sais, mais fait que moi, il y a tout le temps ce défi-là. C'est très personnel, en fait, c'est ce que je t'exprime là, puis les cinéastes doivent sûrement le vivre dans leur carrière, mais c'est ça, c'est de comment maintenir cette flamme-là tout en gagnant sa vie, tout en avançant. Enfin, c'est ça. Il y a tout ça. Là, je ne veux pas trop m'avancer sur tes projets futurs. Ben, on pourra en parler après, si tu veux. Oui, c'est ça, on peut en parler après aussi, mais ma question va un peu, justement, parler au scénariste en toi. Est-ce que tu te vois un jour faire un film qui n'est pas écrit par toi, maintenant que tu as cette... Peut-être.
En fait, là, présentement, un de mes prochains projets, puis Mhm. c'est peut-être une première porte qui ouvre à ça, c'est que j'adapte un roman. Ouais. Ça, Je voulais pas trop m'avancer parce qu'on sait qu'en je peux en pré-production, parler. Ouais. il y a bien des choses qui peuvent arriver. Là, Ouais, fait ça. que, Fait que ouais. j'adapte le roman Maple de David Goodrow. Mhm. Tu sais, j'avoue que c'est une chance inouïe. David est un auteur très connu. Ouais. Ça tombe bien, c'est mon ami. Il est de Sherbrooke. Fait que c'est ça, il y avait comme Ouais, une ouais. association naturelle. Puis aussi un T'as désir... déjà travaillé avec aussi. Oui, c'est ça. ouais, David, c'est vraiment ouais. quelqu'un que je connais, tu sais, puis que j'apprécie beaucoup l'univers. Tu sais, en fait, on est tellement deux créateurs différents, mais à un moment donné, on s'est dit, il faut qu'on réussisse à travailler ensemble à un moment donné, tu sais. Puis pour moi, c'est ça. Fait que c'est la première fois que j'amène une histoire qui n'est pas la mienne. Mhm. Puis là, en même temps, j'amène tout ce qui est aussi de moi dans Ouais. cette histoire-là. Fait que je te cacherai pas que l'adaptation, présentement, c'est un processus très intéressant parce que on transforme une histoire qui existe déjà dans un film qui sera à moi. Fait il y a ça qui... Mhm. faut que moi-même, je fasse ce processus-là, tu sais, là, de m'approprier le récit d'un autre. Fait que déjà, pour moi, c'est une première étape, peut-être, tu sais, là, c'est ça. Je ferme pas la porte. Évidemment, si quelqu'un me propose un scénario Ouais, et que c'est le meilleur scénario au monde, ben oui, Mhm. je vais me lancer là-dessus. Présentement, j'ai beaucoup trop de choses à exprimer, Mhm. je te dirais, en termes de scénario, que j'ai pas le temps, j'ai pas l'intérêt de prendre le scénario des autres, ça, tu sais. Ouais. Mais en même temps, écoute, je ferme pas la porte. Tu sais, si je croise quelqu'un, puis nos univers sont vraiment très, très proches, ben OK, peut-être, tu sais, là, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, de l'autre côté, c'est drôle, je serais prêt à écrire pour quelqu'un d'autre. OK. Ça, c'est une autre étape. Tu sais, genre, ça, Ouais. c'est que là, il y a des choses que quand j'écris, le réalisateur écrit, puis le scénariste écrit, puis le monteur écrit, puis Mhm. tous les différents corps de métier écrivent en même temps, tu sais. Mais je serais prêt, tu sais, mettons, si j'ai des idées, puis qu'il y en a un qui dit « Hey, je le prendrais », puis que, mettons, je serais capable de me distancer assez, OK, go, tu sais, là, ça. Mais Ouais. c'est sûr que présentement, pour moi, c'est très intime, dans le sens que, tu sais, tout part de là quand j'écris, puis pour moi, tu sais, réaliser un film, le monter, faire la musique, le son, c'est de l'écriture. Pour moi, c'est la même étape. Tout le long, c'est la même étape pour moi. C'est sûr qu'au départ, c'est des mots. Ensuite, c'est des humains. Il y a des images, il y a des caméras. Mais pour moi, de A à Z, de l'écriture jusqu'au montage, j'écris un film. C'est ça. Mhm. Ouais. Avant de rentrer justement dans le cœur de ton univers cinématographique, de tes goûts et tout ça, je connais un peu la réponse parce qu'on a discuté un peu ensemble avant de faire l'épisode, mais est-ce que c'est un exercice avec lequel est-ce que tu as la facilité de dire c'est quoi tes films préférés? Est-ce que c'est ce que tu penses souvent au cinéma? Est-ce que est-ce que tu as de la facilité quand on te demande c'est quoi? Tu dois te le faire demander souvent. Là, c'est quoi ton film préféré? C'est quoi tes films préférés, tes influences? C'est-tu facile ou pas? C'est intéressant parce que la première fois que je fais cet exercice-là de façon très formelle, là, c'est ça. Je vais te répondre en deux temps. Un, c'est que pour moi, faire des films puis écouter des films, pour moi, en tout cas, je sais que c'est pas de même pour tous les ans. Pour moi, c'est deux muscles quand même très différents. Ça, okay. Parce que écrire, pour moi, là, ça part vraiment là, de mes tripes. Là. Je me dis souvent, même si j'aurais jamais vu aucun film dans ma vie, je pense que je serais capable d'écrire des films. Dans le sens que, c'est essentiel. Il y a comme quelque chose qui sort à ça. C'est comme un peintre qui n'a jamais vu d'autres peintres. Ben, à un moment donné, si tu lui donnes un stylo, un peinture, il va faire quelque chose pareil. Là. Mm-hmm. C'est ça. Pour moi, il y a quelque chose de très viscéral dans l'exercice de faire des films. À partir de là, je reconnais 100% que tous les films que je consomme, que je regarde, ont une influence, ne serait-ce qu'inconsciente dans ce que je fais. Là, c'est ça. Ouais. Fait que c'est juste que quand on est dans la création, je t'avoue que je m'arrête rarement pour me dire quel film a inspiré telle œuvre ou tel geste. Ça, j'y pense pas. C'est vraiment de l'ordre de l'inconscient. Là, c'est ça. Fait que c'est la première fois que je fais cet exercice-là de façon consciente, puis de m'arrêter, puis de écrire sur une feuille les films. Ça, parce que moi, je le sais quand même, les deux premiers films forts, parce que c'est les deux films qui ont parti mon chemin, ma carrière, mettons. On peut t'en parler tout de suite. Oui, on rentre. C'est direct. Ça. Pour moi, c'était Pulp Fiction puis In the Mood for Love. Dans l'ordre chronologique, là, Pulp Fiction est arrivé en premier. Puis, mettons, on replace comme tous les jeunes de mon époque. Moi, je suis né en 82, donc pour moi, le cinéma, ça a commencé début des années 90, donc le VHS. Puis, oui, j'ai vu des films au cinéma, mais pour moi, la culture du cinéma est arrivée avec les films qu'on voyait à la maison, qu'on louait au club vidéo. Puis le jour où j'ai vu Pulp Fiction, pour moi, ça a tout changé parce que c'est là que j'ai compris, quand tu es jeune, tu consommes des films surtout américains, Jurassic Park, tout ça, tu te dis, il faut beaucoup d'argent pour faire des films. Il faut énormément de moyens. Puis c'est la première fois que je voyais un film que je trouvais excellent, puis c'était quand même juste des gars puis des femmes dans des autos qui marchent puis qui parlent dans des restaurants. Oui, il y a des fusils puis une coupe de scène, mais tu dis, ça pourrait être fait là, au bord de la rue chez moi. Là, Puis je te révèle quelque chose.
mes amis puis moi de secondaire, pendant un été, on s'est dit « Hey, on fait un remake de Pulp Fiction. » Puis on avait commencé à le faire. Moi, j'étais Jules Winfield. Moi, j'étais Samuel Jackson. Mon meilleur ami, c'était Travolta. Puis on filmait des scènes, puis tu sais, à l'époque, Internet n'existait pas. Donc, pour écrire les répliques, il fallait écouter le film, puis retranscrire les répliques. Tu sais, vraiment à la main, ça. Fait que déjà, pour moi, ça m'a fait comprendre, OK, le cinéma, c'est à la base une bonne histoire, puis quelque chose qui peut être simple aussi. Ça n'est pas obligé d'être extrêmement grand et impressionnant comme le cinéma américain m'avait habitué quand j'étais jeune. Tu sais, là, c'est ça. Ouais. Et pour moi, ça a été un déclencheur. OK, je pourrais peut-être moi aussi écrire des histoires relativement simples puis en faire des excellents films. Tu sais, puis c'est ça. Pour moi, ça a été le premier déclencheur. Ben, Tarantino, justement, même ses films maintenant qui a 100 millions de budget, le scénario, c'est l'essence du film. Exactement. Encore aujourd'hui, Oui. je pense qu'il l'a compris. Il a même commencé sa carrière là-dedans en vendant d'autres scénarios pour financer ses films. Je pense qu'il l'a compris très, très tôt. Est-ce que tu as regardé Pulp Fiction au bon âge, entre guillemets? Parce que là, tu as 12 ans. Non, je ne l'ai pas écouté en 94. Ouais. Je pense que je l'ai vu en 98. Donc, je devais avoir 16 environ. Ouais. C'est ça. Puis, c'est à l'âge où aussi, il faut que tu décides qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ça, moi, comme je te disais, je viens des arts visuels. Je me destinais à être un BDiste. Puis c'est drôle, puis là, à un moment donné, je fais « Ah, le cinéma est arrivé. » Puis là, je rappelle, là, les ordinateurs, ça n'existait pas. Là. Fait que faire du montage, là, c'était vraiment 2 VHS. Là. Puis même la trame sonore, il fallait brancher le lecteur CD, puis faire play en même temps, record en même temps. C'était vraiment bon. Ouais. Mais en même temps, je te dis, mes premiers films, c'est comme ça que je les ai faits. Puis le cinéma est arrivé, puis tranquillement, pour moi, en fait, je ne changeais pas de métier. Je voulais raconter des histoires en faisant des images. Je raconte encore des histoires, mais en filmant des images. Là, c'est ça. Fait que c'était juste la suite logique de mon parcours de BDiste, d'artiste visuel, mettons. Là, ouais. Fait que, Fait que, tu sais, Tarantino, Pulp Fiction surtout. Puis je pense que je dois l'avoir vu 50 fois. Les répliques, je les connais par cœur. C'est ça. Puis, tu sais, ça a été le premier film qui je pense, m'a fait comprendre ça, le vocabulaire du cinéma autre que le fameux gros Hollywood que j'étais habitué. Ouais. On va rentrer dans In the Mood for Love bientôt, mais je vais clore peut-être l'ellipse Tarantino. Souvent, dans des réalisateurs qui ont des styles très discernables, Wes Anderson, justement, Tarantino, c'est souvent le premier film qu'on voit de cette personne-là qui est notre préféré. Est-ce que c'est encore le cas pour Tarantino? C'est intéressant. J'ai vu tous ces films. Mon préféré... à ce jour, c'est Inglourious Basterds. Je trouve que c'est son scénario le plus tight. C'est aussi sa réalisation la plus maîtrisée, ambitieuse. Puis aussi, juste l'effet explosif du film. Pour moi, c'est... Les astres se sont alignés, je pense, dans ce projet-là. Puis les acteurs, bon, tout ça. Là, c'est ça. Moi, je trouve que dans ses derniers films, même si je les apprécie encore, c'est comme il a la qualité de ses défauts, les défauts de ses qualités. C'est-à-dire que là, je trouve que, mettons, son dernier Once Upon a Time in Hollywood, c'était juste trop long. À un moment donné, OK, t'aimes trop tes répliques, là, tu t'aimes trop t'entendre, t'as pas été capable de couper ça. Puis c'est ça. Je trouve qu'Inglourious Basterds, c'était comme juste la bonne affaire. Puis mais en même temps, j'ai autant aimé les Kill Bill. C'est sûr que moi, en plus, qui viens de la culture asiatique, le cinéma asiatique, je le connais quand même beaucoup. Je connaissais toutes les références que ces films montraient. Là, c'est ça. Fait que je les ai en général tous aimés, mais je t'avoue qu'Inglourious Basterds, pour moi, c'est quand même le point culminant de Tarantino, selon moi. Ouais. Mais sa théorie doit être vraie. D'abord qu'après 10 films, on n'est plus in. Là. Once Upon a Time, c'est son 9e. Fait qu'en théorie... Je le sais pas. Je pense que... Puis c'est plate à dire, mais tu sais, des cinéastes que je vois, mettons, de nos jours, encore les Ridley Scott, je trouve que, OK, là, je veux pas être plate, mais t'es un peu rendu sur pilote automatique. Quand j'ai vu Gladiator 2, j'ai fait... Hey man, le gars, là, il était sur le pilote automatique, là, selon moi. Tu peux bien chialer que Scorsese, ça lui prend 4 ans à faire un film pendant que lui en fait 2 par année, mais en même temps, lesquels on va se souvenir. Exactement, c'est ça. Mais je sais pas, écoute, à chacun son parcours. C'est ça que je pense qu'il faut être capable de se réinventer. Puis, tu sais, moi, mon petit discours aussi, c'est souvent, tu sais, je pense que le cinéma, oui, pour moi, c'est super important dans ma vie, mais c'est pas l'affaire. Il y a autre chose que le cinéma dans la vie. Puis, à un moment donné, il faut laisser la vie rentrer en cinéma et pas juste le cinéma nourrir le cinéma. Moi, à un moment donné, je suis arrivé à un point où j'ai fait « Ouais, OK, des films qui parlent des films. » Moi, j'ai fait de l'auto. C'est correct. J'ai commencé par ça aussi. Mes premiers films, c'était des films qui parlaient des films. Mais à un moment donné, j'ai fait... Puis Tarantino, il était pris dans ce piège-là parce qu'il est tellement un grand cinéphile et un connaisseur que ses films, sa cinéphilie alimente ses films. Puis à un moment donné, je suis comme...
peut-être qu'il manque juste un peu de vie externe dans Ouais. ton cinéma pour te renouveler. En tout cas, ça, Ouais, c'est ouais, mon ouais. point de vue. Là, c'est ça. Puis là, on va rentrer justement dans cette culture asiatique-là Ouais. avec un autre film qui a été marquant pour toi, In the Mood for Love, Ouais. qui sort en 2000. En 2000. Donc, pas mal, justement. Là, ton choix était un peu fait, Ouais, j'imagine. exactement. En 2000, fait que j'avais 17, 18, je rentrais au cégep. Puis c'était, même si moi, j'étais rentré en art visuel, mais je savais que je vais aller dans le cinéma. Puis ce film-là, je l'ai vu au cinéma. Puis ça, pour moi, ça a été l'autre déclencheur que pour moi, le cinéma, c'est de la poésie. Pour moi, ce film-là était... Mhm. Puis c'est drôle parce que je dis souvent, quand j'ai rempli le questionnaire, c'est quoi mes films préférés, ma question, c'est, ouais, mais c'est quoi un film préféré ou c'est quoi un grand film? Puis ma réponse, puis ça fait plusieurs fois que j'y pense, c'est un film qui grandit avec le temps aussi. C'est-à-dire, Ouais. c'est un film que je regarde à peu près à chaque 5, 6, 7 ans, puis à chaque fois, je vois des nouvelles choses, Mhm. puis qui signifient des nouvelles choses pour moi aussi. Ouais. Puis pour moi, c'est la preuve des grands films. Puis c'est peut-être même ça qui distingue, à la base, le cinéma du théâtre. Le théâtre ne peut pas évoluer avec le temps parce qu'il a été présenté une fois, puis la prochaine fois, il n'y en a plus après. Le cinéma, c'est le même film, mais que toi, tu peux regarder à différentes étapes de ta vie. Puis, tu sais, In the Mood for Love, ça a été le cas. Mais bon, pour moi, c'était, tu sais, je pense, je t'avoue que quand la première fois que je l'ai vu au cinéma, j'ai pas tout compris. J'ai pas tout saisi, mais ça m'a assez mystifié pour me dire, wow, OK, il y a vraiment Mhm. la poésie là-dedans, tu sais, juste l'image, le son, Ouais. la façon que c'est filmé, la musique, tu sais, tout le rythme. Ça, tu sais, pour moi, ça m'a assez mystifié pour dire, OK, le cinéma a un potentiel que les arts visuels d'où je provenais n'a pas. Puis c'est en lien. Puis c'est également l'accumulation de tout ça. C'est-à-dire, c'est l'image en mouvement, le son, la musique, les acteurs, le scénario. Tu sais, c'est pas juste une image. Ouais. C'est ça, Qui en fait. font naître des émotions quand même assez fortes. Oui, là, tu sais, et un ouais. sens que des fois même, tu n'es pas capable de percevoir. Tu sais, c'est ça. Tu sais. Puis, fait que bref, tu sais, puis je pense que je dois l'avoir vu peut-être 2, 3 fois au cinéma. Tu sais, c'est le genre de film que, OK, j'ai pas tout compris, je retourne. Ça, tu sais, c'est Ouais, ça. ouais, ouais. Puis pour moi, c'est ça. Tu sais, puis maintenant, ça faisait aussi la démonstration. Je pense que, tu sais, moi qui est de culture asiatique, c'est un film, mettons, enfin, je résume vite, vite, là, c'est deux amants, deux voisins. Chacun est marié avec une femme puis un mari. Mais finalement, ils découvrent que leurs propres conjoints respectifs se trompent. Fait qu'eux décident de faire la même chose, mais en mettant en scène ce que les autres vivent. Bref, il y a comme... fait que, puis c'est vraiment un film sur comment est-ce que le désir puis les désirs amoureux sont, comment je pourrais dire, réprimés dans la culture asiatique. Puis moi, je viens de ça. Puis c'est sûr que ça m'a parlé probablement plus que des gens qui sont de culture occidentale, tu sais, parce que c'est sûr que chez les Asiatiques, l'expression des émotions est très refoulée, tu sais, là, c'est ça. Ouais. Et pour moi, c'est sûr que c'est venu vibrer quelque chose. Puis ça m'a fait comprendre que c'est quelque chose que je peux assumer, ça. OK, ce côté-là asiatique, des expressions, des sentiments, comment on les refoule, puis ça peut donner carrément un film qui est... Puis tu sais, je suis pas le seul là, que ce film-là a été marquant. Non, non, non. Tu regardes les premiers films de Xavier Dolan, Les Amours imaginaires, c'est In the Mood for Love appliqué au Québec. Tu sais, puis je pense que lui, il n'a même pas caché sa référence. Là, tu sais, là, c'est ça. Mais moi, c'est vraiment resté très profond dans comment est-ce que le cinéma est un médium poétique beaucoup. Tu sais, là, Ouais. c'est ça, ouais. Il a même été repris différemment, là, mais on comprend les influences aussi dans Everything, Everywhere, All at Oui, Once, oui, oui, dans oui. l'esthétisme Absolument. de certains univers là, et Oui, tout oui, ça. oui. Tu sais, c'est un film vraiment marquant qui, je pense, maintenant est rentré pas mal dans le canon du cinéma. là, tu sais, Clairement. vraiment c'est ça. les... Puis tu sais, je sais qu'à Ouais. l'époque, il avait gagné aussi. Il y avait eu Ouais. quand même un grand rayonnement au Festival de Cannes et tout. Ouais. Tu sais, là, mais pour les cinéastes, je pense que c'est un des films. En tout cas, pour ma génération, pour moi, je pense que c'est un film fondateur, ceux qui l'ont vu. Puis pour moi, c'est un film qui reste dans... Ouais. Puis le reste de l'œuvre de Wong Kar-wai, justement, moi tu sais, ma première rencontre avec lui, c'était Chungking Express Ouais. pour diverses raisons. Ouais. Je sais pas pourquoi je suis pas allé vers In the Mood for Love en premier. Mais tu sais, il y a tout un univers aussi. Il y a même un prequel, je crois, ou une suite, une suite 2046. 2046, c'est Ouais, comme... c'est Ouais, je sais pas comment... Ouais, sequel / multiverse. Ouais, je sais c'est pas, ça. ouais. Est-ce que tu retrouves ce que t'aimes dans In the Mood for Love dans le reste de son œuvre? Est-ce que ou Oui c'est et vraiment... non. Ouais. Ça, c'est le premier film que j'ai découvert. Puis ensuite, je suis revenu en arrière. J'ai écouté Mhm. Les Fallen Angels, Chungking Express et ses films précédents. Puis j'ai vu un autre côté de lui que j'ai appris à aimer. Ça, tu sais, je t'avoue que ces autres films étaient peut-être moins
langoureux et séduisant. Ouais. Mais ça m'a vraiment comme développé d'autres goûts pour le cinéma asiatique, ce penchant-là, tu sais, là, ça. Puis j'ai suivi après. Je t'avoue que tu sais, son incursion américaine, pas très concluante. Ça, c'est un des premiers aussi que j'avais vu, parce que quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup Nathalie Portman, puis elle joue là-dedans. Mais tu sais, c'est un film bizarre sur le jazz, le blues. Le blues, ouais. Fait que c'était une drôle d'épopée. Mais moi, tu sais, Chungking Express, moi je suis un grand fan aussi de quand on réussit à me faire associer une chanson à un film, mettons. Tarantino le fait quand même assez bien. Puis California Dreaming, maintenant, je peux pas ne pas passer à Chungking Express. Je trouvais ça très habile, même si, effectivement, les thématiques se ressemblent, même si le rythme n'est pas le même, puis la proposition n'est pas la même non plus. Mais c'est un très grand réalisateur qui, là, justement, ses films sont de plus en plus éparpillés dans le temps. Là, je sais qu'il fait des séries télé aussi. Peut-être qu'on n'a même pas accès en Amérique du Nord. C'est ça. Mais puis je pense qu'aussi, tu sais, ses films précédents, avant The Mood for Love, qui étaient plus urbains, plus jeunes aussi, tu sais. Je pense que la première fois que je voyais dans un film, au cinéma, des références très vidéoclips. Tu sais, c'est filmé vraiment de façon que moi, je constate très vidéoclip. Des grands angles filmés très proches. Tu sais, il y a une approche très, très clippée qui m'a comme aussi donné la licence de pouvoir inclure ça dans ma cinématographie. Tu sais, c'est comme dire, oui, le clip influence le cinéma influence le clip. Tu sais, c'est légitime aussi. Tu sais, là, c'est ça. Ouais. Est-ce que, tu sais, je vais t'amener, je sais pas si tu as suivi ce dossier-là ou pas là, de Wong Kar-wai, mais quand ils ont sorti le coffret Criterion, il y en a plusieurs qui se sont rendus compte que il avait altéré des versions de son film, changé la coloration, des trucs comme ça. Je serais curieux de t'entendre un peu. George Lucas aussi l'avait fait avec plus d'éclat dans Star Wars, là, mais est-ce que toi, t'es pour justement laisser un film tel qu'il est ou le faire évoluer dans le temps, le modifier s'il n'est pas à ton goût plusieurs années d'après? Tu sais, comment tu vois ça? Est-ce que tu remodifierais Des Hommes la nuit si tu pouvais avec le AI maintenant qu'il y a d'autres possibilités? Comment tu vois ça? C'est une très bonne question. Moi, personnellement, je le ferais pas. Pour moi, les films s'inscrivent dans une époque, dans un contexte. C'est sûr que, tu sais, en même temps, je te dis ça, s'il y avait un incitatif financier, peut-être ma réponse serait différente. Tu sais, genre, hey, veux-tu faire l'édition 20 ans des Hommes la nuit, on te donne 1 million de budget? Oui. Tu comprends? Tu sais, là, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, de temps en temps, là, maintenant que mes enfants vieillissent, là, je leur montre des fois mes films que j'ai faits, mes courts-métrages, puis je les regarde, ces films-là, avec tous leurs défauts, mais avec beaucoup d'affection. T'es comme, hey, on a vraiment réussi à faire quelque chose avec les peu de moyens qu'on avait, puis ça se tient encore. Ou des fois, je me pose la question, est-ce que je ferais les choses différemment? Je regarde le film, je suis comme, non. Ça, fait que, moi, je pense que les films devraient... Mais je te dis ça en même temps, mais je peux comprendre, surtout ces cinéastes-là qui ont des moyens quand même assez, peut-être plus volumineux que j'ai, de vouloir revisiter des films. Je ne sais pas. Faire la coloration, la coloration, c'est une chose. Je peux peut-être comprendre quand Peter Jackson il a fait le Blu-ray, il a touché un peu la colo, mais remonter un film, je ne suis pas convaincu. En tout cas, non. Moi, je serais T'es pas de l'école Coppola de sortir. Non. Le film en salle, un autre montage, puis tout ça. Lui, je pense qu'il cherche de l'argent plus qu'autre chose. Là, mais... Peut-être. Pas financer son dernier film. Là, c'est ça. Mais non, moi, je pense que je serais de l'école à laisser les films vivre tels quels. Je te dis ça en même temps, mais mettons, les films que j'ai mis sur Internet de mes courts-métrages, il y en a qui étaient tournés, qui n'étaient pas du HD. Là. Fait qu'il fallait quand même que je fasse un travail de juste le up-res, mettons. Fait que, il y a peut-être des petits trucs techniques, mais je suis quand même de l'école que les films s'inscrivent dans une époque, dans un contexte, puis ils devraient rester comme ça. Ouais. Je vais retenir ce que tu m'as dit par rapport à l'aspect vidéoclip des premiers films de Wong Kar-wai pour transiter vers un autre réalisateur qui lui aussi vient du vidéoclip, soit David Fincher, qui lui aussi avait quand même une grosse, si on oublie l'ellipse Alien 3, qui avait quand même beaucoup de bagages en vidéo, en clip et tout. Est-ce que parle-nous un peu peut-être de l'importance de David Fincher. Je crois que ça doit plus être au niveau visuel, peut-être. Oui, c'est dans l'exécution. C'est dans l'exécution. Puis, en fait, je vais inclure dans cette discussion-là du clip, mettons, quelqu'un comme Darren Aronofsky, Requiem for a Dream. Je pense que pour les gens de ma génération, c'est un autre des films qui était très vidéoclip. C'est carrément un vidéoclip qui dure 1h40, 1h30, 1h40, puis qu'à la fin, ça te rentre dedans de façon assez intense, là, c'est ça. Je pense que c'est une génération de cinéastes. Puis cette génération-là, il y a aussi Spike Jonze. Toute cette gang-là qui ont fait du clip, qui est de la génération des Beastie Boys, tout ça. T'es comme, OK, tu vois ce que ça a donné. Là, puis pour moi, c'est ça que Fincher, l'exécution
pour moi, il y a une précision qui m'inspire et que j'aspire à cette précision-là. Je sais que c'est une précision qui vient aussi avec les moyens. Je veux dire, on dit souvent au Québec, on n'a pas ces moyens-là. Quand je veux juste vulgariser pour les gens, Fincher, c'est le genre de gars qui doit faire entre 30 puis 100 prises les scènes. Nous, au Québec, c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on n'a pas les moyens. À un moment donné, c'est comme, tu as une après-midi pour tourner une scène. OK, tu fais 3, 4. Des fois, mettons, quand tu fais un plan séquence, moi, je me rendu à 14 prises, mettons. Mais à un moment donné, tu n'as plus le temps. Il faut que tu passes à la prochaine scène. C'est ça, Ouais. Mais quelqu'un qui a les moyens comme lui, ben, c'est sûr qu'il peut passer une journée, 3 jours sur la même scène. C'est ça. Bref. Mais on le voit, cette précision-là. Puis je t'avoue que ce côté maniaque-là de la précision, pour un point de vue d'un cinéaste, c'est admiratif. Puis de nos jours, je trouve que Denis Villeneuve a atteint ça aussi. Il y a comme une précision. Il n'y a pas un plan qui devrait être placé différemment. C'est toute il y a vraiment une précision, une maîtrise. Puis c'est ça. Moi, comme artisan, mettons, c'est sûr que c'est admiratif. Puis en même temps, ça ne veut pas dire que j'apprécie pas des films faits plus lousses. Juste que là, il y a quelque chose qui rejoint dans la recherche de la perfection, entre guillemets. Puis Fincher, je pense qu'il incarne beaucoup ça. Mais ça, ce côté maniaque-là aussi, je pense qu'il réussit. Il a l'art d'aller chercher des scénarios qui fit avec son côté maniaque. C'est pas vrai que Fincher pourrait faire un film comme In the Mood for Love ou Magnolia. C'est ça. Lui, c'est quand même des films souvent... c'est des psychopathes. Je pense lui-même, il doit peut-être même l'avouer, un psychopathe. C'est-à-dire que c'est une manie de la recherche de la perfection. Puis tous ces films, je pense, on le voit sa signature. Puis même si c'est pas lui, je pense qu'il n'a jamais écrit aucun de ses films, mais on le voit que sa signature. Moi, pas que ce que je me souviens de Fincher, mais ce qui en fait un peu sa marque de commerce, entre guillemets, surtout dans ses débuts, c'est l'utilisation du digital. Toi qui a surtout œuvré à l'ère du digital, est-ce que... comment tu te positionnes? Est-ce que tu as tourné des films en pellicule? Est-ce que tu es nostalgique de cette époque-là? Ça coûte plus cher, évidemment. C'est pas le même rendu nécessairement, mais est-ce que tu as un dédain du digital, mais que par moyen, on n'a pas le choix d'utiliser? Question intéressante. Moi, je pense que je suis la dernière génération qui a appris à tourner en pellicule. Quand je suis entré à l'université, on tournait en pellicule. Mes courts-métrages que j'ai produits à l'université sont montés sur Steenbeck. Juste pour que les gens sachent c'est quoi une Steenbeck, là, c'est une machine, là, les bobines tournent, là, puis faire une cote de montage, c'est vraiment une paire de ciseaux puis un tape. Là. C'est littéralement ça. Là, c'est ça. Puis je sais que je pense que Steven Spielberg montre encore ses films sur Steenbeck. C'est ça, OK. Fait que moi, je suis la génération qui a goûté à la naissance du numérique et qui a appris avec la pellicule, le format analogique. T'sais. Puis ce que je suis heureux d'avoir appris avec l'analogique, c'est que ça m'a montré la discipline. C'est-à-dire qu'une bobine coûte tellement cher que tu ne fais pas des prises inutilement, tu ne fais pas des plans inutilement. T'sais. Le numérique, ça ne coûte rien. Tu pourrais filmer à l'infini, il n'y a aucune influence sur le budget. Là, c'est ça. L'analogique, la pellicule a amené une méthode de travail, une discipline, une vision. Ça te force à avoir une vision avant même de tourner. Fait que pour moi, je suis heureux d'avoir appris ça, mais en même temps, moi, je ne retournerai pas. C'est-à-dire que je suis heureux de travailler en numérique, mais avec la discipline que j'ai appris dans l'ancien monde, on pourrait dire. Cela dit, peut-être j'aurais un discours différent si j'avais beaucoup plus de moyens. Je veux dire, c'est pas pour rien que les Tarantino, les Christopher Nolan, puis ont ce goût-là et ils ont les moyens de tourner avec la pellicule. Là, c'est ça. Mais moi, je t'avoue que le numérique fonctionne pour moi dans ma façon de tourner, mais je pense que je garde la discipline, la vision d'un cinéma analogique. Puis même pour moi, les effets spéciaux, il y en a dans mes films, mais ils sont invisibles. Pour moi, les effets spéciaux, c'est juste une façon de pallier à certains manques, tout ça. Fait que pour moi, il y a encore une vision très, très... ça s'est fait pour vrai, ça. C'est ça. Moi, je déteste tourner en green screen. Je l'ai fait en publicité, en vidéoclip, puis on dirait que je suis pas capable. Il y a comme quelque chose de très physique pour moi qu'encore dans le cinéma, là. Puis des fois même, quand je mets en scène une scène, mettons, lors d'un tournage, je peux pas te dire comment je vais la mettre en scène tant que j'ai pas vu les lieux physiques. Pour moi, il y a comme une physicalité au cinéma que j'ai appris avec l'analogique, c'est ça. Mais en même temps, je suis très content d'avoir passé au numérique. Puis, j'ai un de mes amis, Vincent Biron, qui est un cinéaste et un directeur photo. C'est lui qui a tourné presque tous mes films. Lui, il est très attaché à l'analogique. Puis, je comprends. Quand tu es un directeur photo, je comprends l'attachement à la matière. Mais pour moi, le cinéma numérique, c'est du cinéma aussi. Là, ça mais est-ce que ça s'apprend encore, la pellicule, dans les écoles de cinéma, ou on l'a vraiment délaissé? À ma connaissance, en fait, je sais pas. Je sais qu'à Concordia, j'étais la dernière génération, puis c'est plate à dire, mais c'était aussi simple que la machine de montage. Il n'y a plus personne qui était capable de réparer ça.
le technicien a pris sa retraite. Parce que c'est des connaissances qui se perdent. Ouais, c'est ouais, ça, ouais. tu comprends? Comme les projectionnistes dans les salles de Exactement, cinéma. c'est Ouais. ça. Puis même, moi, j'ai appris à projeter de la bobine de films Mhm. dans les salles de projection. J'étais comme, wow, mais ça s'est perdu. Maintenant, Ouais. c'est ça. Peut-être, je ne vais pas me prononcer. Peut-être qu'à l'UQAM, ils tournent encore de temps en temps des films en bobine. Concordia, je pense qu'ils le font plus. Mais ça se fait. C'est sûr que ça se fait. Il y a encore du monde qui tourne en 16 mm. Toi, moi, à mon époque, la pellicule ne se développait plus à Montréal. Il fallait l'envoyer à Toronto. Ouais. Peut-être ça doit être quand même encore plus loin maintenant. C'est sûr que c'est assez contraignant. Tu n'as plus le goût là, de le faire sur pellicule. Aux États-Unis, il y a encore justement ces infrastructures-là. Ouais. C'est ça. Je sais pas si tu veux qu'on continue à parler de... Ben non, on va aller du côté québécois avec Astérisque. Là. On va parler un peu de Denis Villeneuve, qui a commencé évidemment au Québec et puis qui maintenant vit sa belle vie à Hollywood. Qu'est-ce que tu aimes de son cinéma? Est-ce que c'est seulement aussi cette minutie-là ou cette connaissance quand même assez fine qu'il a du cinéma ou qu'est-ce qui t'attire particulièrement dans son film? deux choses. Un, c'est sa maîtrise du langage. Le cinéma, c'est un langage. Comme le français, c'est un langage. Comme la cuisine, c'est un langage. Ça. Ça. Puis, je veux dire, quand un plan signifie quoi? Une coupe de montage signifie quoi? Tout ça. Comment tu conjugues les différents éléments du langage? Puis, Villeneuve, c'est clairement... Il maîtrise son art, comme les grands cinéastes. Mais je trouve que lui... c'est ce qu'il met de l'avant en premier. Tu vois, ses films, c'est une expression du langage du cinéma, avant même une histoire, je pense. Je pense même que c'est un gars qui, s'il pouvait, il ferait des films pas de scénario, puis juste du langage de cinéma qui bouge, puis qui a du son, de la musique. Puis Dune, il y a beaucoup de ça. Il y a des séquences, tu dis, il n'y a pas de réplique, tu dis, OK, c'est un gars qui tripe sur le langage. Puis tu vois que c'est sûr que quelqu'un comme ça vient chercher beaucoup les artisans. Nous, on est comme, wow, OK, il a compris tout ça. L'autre côté, je te dirais, c'est drôle, mais dans sa personnalité, il y a quelque chose qui me rejoint. Moi, je sens que c'est un homme qui est très modeste. Ouais. Il y a vraiment une réserve, puis je le vois dans son cinéma. Puis pour moi, le fait qu'il y ait une adéquation parfaite, ça me touche, ça, tu sais. Puis les grands cinéastes, je trouve qu'il y a ça, tu sais. Tarantino, ses films sont aussi loud que lui, ça, tu sais. Dolan, ses films sont aussi explosifs que lui, ça, tu sais. Puis quand je vois les films de Denis Villeneuve, je vois Denis Villeneuve. Et pour moi, il n'y a pas de distinction. Puis dans le choix de ses sujets, dans tout ça, tu sais, là, c'est ça. Puis c'est ça, dans sa mise en scène, dans tout. Fait que c'est sûr que moi, ça me touche. Puis, tu sais, je suis moi-même quelqu'un assez réservé, assez modeste. Fait que c'est sûr qu'il y a quelque chose qui vient me chercher dans l'intimité de comment il exprime ça. Là, c'est ça. Puis là, maintenant qu'il explore la science-fiction, je t'avoue, je pense pas qu'il y a aucun cinéaste qui s'est jamais dit « j'aimerais ça faire la science-fiction un jour ». Dans le sens que c'est un trip, la science-fiction. Puis là, maintenant, il a atteint des sommets que t'es comme « wow, OK, bravo, amuse-toi ». Puis j'ai juste hâte de voir tes prochains films. Là, puis, moi, mon préféré, dans tout, ça reste... Moi, je pense que ça serait Arrival. Je sais que pour beaucoup de monde, c'est peut-être pas leur préféré, mais il y a un côté très lyrique, très émotionnel dans le film qui, moi, est venu me chercher. C'est peut-être l'une des distinctions que moi, je fais quand je me compare à un Denis Villeneuve. Je suis peut-être plus lyrique que lui. Il y a quelque chose de très cérébral chez Denis Villeneuve. Mettons, si on le comparait à un de ses compatriotes malheureusement décédé, Jean-Marc Vallée, qui était peut-être même un peu l'opposé, très lyrique, très expressif, très l'émotion, très, très rough aussi. Là, c'est pas dans la maîtrise du langage plus que dans la maîtrise de l'émotion. Moi, des fois, je me dis, je suis comme une espèce de croisement un peu entre les deux. Là, c'est ça. Mais... si Jean-Marc Vallée serait vivant aujourd'hui, peut-être j'aurais mentionné Jean-Marc Vallée aussi. Mais mettons, ses dernières séries, mettons, Sharp Object, je trouvais. Pour moi, c'est plate à dire que c'était une série, c'était pas un film, mais pour moi, c'était le point culminant, Jean-Marc Vallée. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, wow, OK, là, il a comme pogné, il a réussi à amener sa démarche jusqu'au bout. Puis Sharp Object, pour moi, c'était la démonstration de ça. C'est dommage qu'on verra jamais son projet sur John Lennon. Exactement. D'autres projets, lui aussi avait un peu le vent dans les voiles. Arrival, effectivement, on dirait que oui, c'est un film de science-fiction, mais qui est très humain. L'humain, c'est la partie la plus importante. C'est un film tellement intime. Puis j'ai aimé beaucoup l'intimité dans ce film-là, qu'on retrouve peut-être moins maintenant dans ces films à plus grand déploiement. Blade Runner, Dune, tout ça, là, c'est ça. Mais non, pour moi, il y a vraiment quelque chose de... Puis c'est peut-être même son film le plus féminin. Quand tu regardes Denis Villeneuve, c'est très masculin comme cinéma, puis c'est correct, là, il assume ça, mais on dirait que ce film-là, Arrival, m'a vraiment touché dans l'aspect féminin, ne serait-ce que par la protagoniste, mais les thématiques, tout ça. Fait que il y avait une ambition à la fois
fois formel puis scénaristique que des fois, je retrouve moins dans ces récents films, mettons. Là, c'est correct, il plaît à un plus grand public, puis c'est correct qu'il est rendu là aussi. Justement, là, tu sais, on va beaucoup parler de cinéma international, cinéma américain et tout. Là, on va parler de Monia Chokri, mais peut-être de cinéma québécois en général. C'est sûr que maintenant que tu es dans l'industrie, j'imagine que tu es plus au fait de ce qui se passe. Ou en tout cas, tu regardes beaucoup plus de films québécois, mais dans ton enfance, quand tu étais jeune et tout, ou jusqu'à temps que tu commences justement à étudier le cinéma, est-ce que le cinéma québécois avait une place dans ta vie ou pas du tout? Je vais ramener un souvenir à ceux qui ont grandi à Sherbrooke puis qui ont fréquenté le centre culturel. Avant que le centre culturel de chez l'Université de Sherbrooke ressemble à ce qu'il était là, il y avait des projections avant ici. Il s'appelait Passeport Jeunesse, puis il présentait tous les contes pour tous sur grand écran. Pour moi, le cinéma est arrivé par ça. Bac et bottine, La grenouille et la baleine. Mais moi, le film que je me souviens d'avoir vu, parce que ça fait longtemps, là, mais c'était Tirelire à Combénécy. Il y avait Vincent Bolduc qui jouait dedans, Pierre-Luc Briand. Pour moi, c'était mon premier contact avec le cinéma québécois. Puis c'est sûr que c'est fondateur, beaucoup. Là, puis pas juste pour moi, là, pour beaucoup de monde. Là, c'est ça. Pour moi, c'est commencé par là. Je t'avoue qu'en grandissant, j'ai perdu de vue le cinéma québécois à un moment donné. Le cinéma international, le cinéma américain est venu plus me chercher. Là, en travaillant dans l'industrie, c'est sûr que je suis plus au courant. Puis je vois les films de mes collègues, ne serait-ce qu'être membre d'un jury du Gala Québec Cinéma, tu les vois toutes. Là, Fait que je t'avoue que présentement, je trouve qu'on vit un bel âge d'or. En tout cas, je trouve, là, en termes d'auteurs de cinéma. Puis j'ai pas peur de dire que je trouve que les cinéastes les plus intéressants présentement au Québec, c'est les femmes, carrément. Les meilleurs films québécois des dernières années, c'est vraiment ça, c'est mes collègues féminines qui les font. Je suis vraiment d'accord. C'est ça. Fait que, puis je trouve que présentement, le cinéma québécois réussit à assumer son identité tout en s'inscrivant sur le plan international. Dans le sens que, tu sais, des films comme Les Chambres Rouges, les films Les Simples comme Sylvain, mettons, tu sais. Si tu sais pas que c'est québécois, ça pourrait être des films internationaux. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de OK, on est rendu là, puis je trouve ça inspirant, puis je trouve ça le fun que moi, j'arrive à ce moment-là aussi, là, c'est ça. Enfin. Fait que c'est ça. Récemment, oui, j'en consomme beaucoup de cinéma québécois, puis les meilleurs films, je trouve que ça vient souvent des femmes. Mettons, mais le meilleur film que j'ai vu l'an dernier, pour moi, c'est Les Rayons Gamma. Je trouve qu'il y a même un petit film très... Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un feeling très film indépendant, mais je trouve qu'il y a vraiment comme une poésie dans ce film-là. Puis je sens que c'est la suite un peu de À l'Ouest de Pluton. Puis c'est là que aussi je sens qu'on est de la même génération, moi puis ces cinéastes-là. Fait que c'est sûr que ça me touche beaucoup. Mais il y a aussi assumé le côté très... la diversité du Québec maintenant, c'est quoi? À l'Ouest de Pluton, c'était comme un portrait du Québec des années 2000. Là, ça, à Rayon Gamma, c'est le portrait des années 2020. Puis j'étais comme, OK, on est rendu là. Puis j'ai vraiment trouvé ça très, très bon comme film. Là. Mais j'avoue que Simple comme Sylvain de Monia Chokri, c'est un film qui m'a vraiment frappé l'an dernier. J'ai fait, Pour moi, c'était le meilleur film. J'ai plus aimé ça que, mettons, Vampire Humaniste. Je trouvais qu'il y avait une ambition formelle, une folie. Il y a des séquences là-dedans, tu te dis, my God, comment elle a fait ça? La caméra bouge. Il y a vraiment de la mise en scène de cinéma. Puis pour moi, j'étais comme pas étonné qu'elle gagnait le César face à Oppenheimer. C'est comme, elle le mérite. Pour moi, c'était vraiment un très grand film. Moi aussi, ça a été vraiment un coup de poing. C'est pas mal le seul film. Maintenant qu'il y a tellement de films disponibles, c'est rare que je revisionne des films, ou surtout un aussi récent que ça. Là. Je l'ai regardé 2 fois dans la même année, puis les 2 fois, ça a vraiment été Puis je pense que la direction... il y a plusieurs éléments, mais la direction photo aussi y est pour quelque chose. Là, à la limite du kitsch puis du très artistique aussi. C'est tout ça. C'est une vision très, très singulière, assumée, forte, puis qui a poussé ça à tous les départements. Mais oui, il y a un côté kitsch qui est très assumé, les gros crash zoom super rapides. C'est vraiment génial. Là, Est-ce que c'est difficile des fois de, justement, comme tu côtoies ces collègues-là, d'avoir une vision un peu plus, on va dire, objective de leur travail? Est-ce que tu prends plaisir encore à les regarder en tant que simple cinéphile ou en tant que simple spectateur, ou est-ce que tu vois, je sais pas, est-ce que ça teinte tes films parce que tu as déjà travaillé avec Edith Cochrane, par exemple, ou est-ce que tu as déjà travaillé avec cet acteur-là, cette actrice-là? Est-ce que ça teinte un peu ta vision du cinéma? C'est sûr. Premier élément de réponse, je te dirais, moi, je suis plus sévère envers les gens que je connais que les gens que je connais pas. Puis des fois, ça joue pour eux, des fois, c'est à leur faveur, ça dépend. Parce que des fois, je me dis, moi, les pires films que j'ai vus, puis je t'en ai nommé un récemment, là, c'est pas un film québécois, là, c'est genre Juré numéro 2 de Clint Eastwood. Okay? Je sais qu'il y a du monde qui l'ont aimé, mais moi, je l'ai détesté.
j'ai senti de la paresse dans ce film-là. Tu sais, c'est comme, OK, la scène est là, tu mets la caméra là, go, action. Pour moi, tu sais, puis on dirait qu'en connaissant mes collègues, quand je sens de la paresse, ça vient me chercher. Je suis comme, regarde, tu as le privilège de faire des films. Au Québec, c'est quasiment ça. Tu sais, on a le privilège, quand tu as l'argent de faire un film, là, c'est quasiment un devoir de comme, OK, essaye de pousser ça jusqu'au bout, tu sais. Puis moi, c'est ce que j'admire le plus chez mes collègues, mettons, là, tu sais, là, c'est ça. Ouais. Fait que, mais oui, c'est sûr que ça teinte le fait que quand c'est ton métier, tu regardes un film. Mais moi, je me considère quand même un très bon public. Je suis capable de voir toutes sortes de films. Vu que j'ai des jeunes enfants, je regarde autant Moana que je regarde des films plus pointus, tu sais, là, c'est ça. Fait que je pense que je suis un très bon public pareil, mais c'est sûr que ça teinte ma vision d'un film. Je pense que je suis capable de dire, ce film-là vient d'où pour le cinéaste. Tu sais. Mettons des films, mettons on pourrait peut-être sauter, mettons un film comme The Tree of Life. Ouais. Je sais que moi, quand je l'ai vu, j'ai pas tout compris. C'est un peu eu le même effet qu'In the Mood for Love, tu sais. Mais étant moi-même un cinéaste, on dirait que j'ai comme compris, ce film-là, je sais, il vient d'où de Terrence Malick. C'est ça. Puis ça me touche. Puis on dirait que c'est sûr que ça m'aide à comprendre les démarches de film. Puis pourquoi un film ressemble à ça. Au-delà du budget, au-delà des vedettes. Puis c'est pour ça que dans ton questionnaire, tu m'as demandé, as-tu des acteurs fétiches? Regarde, j'en ai nommé une couple, mais en réalité, j'en ai pas vraiment. Le cinéma, je l'approche du point de vue des cinéastes, des créateurs. Puis pour moi, c'est vraiment les démarches qui me touchent. Puis, fait que, oui, au Québec, oui, c'est vrai que ça teinte ma perception des films. Mais en même temps, puis des fois même positivement, dans le sens que, je regarde un film, je suis conscient du budget qu'on a au Québec. Puis je sais qu'elle a fait le maximum qu'elle pouvait dans ce contexte-là. Puis écoute, fait que j'apprécie. C'est sûr que si tu m'avais dit ça, c'est un film américain puis il y avait 100 millions, mon jugement serait différent. Mais vu que je connais les paramètres, c'est sûr que mon appréciation suit ça aussi. Ouais. Je vais revenir un peu sur les acteurs et actrices. Je les mets dans le questionnaire, même si la plupart des gens que je reçois, c'est des réalisateurs, réalisatrices, puis c'est souvent plus... des cinéastes. C'est ça, vos idoles, peu importe. Mais les trois que tu m'as nommés, c'est Frances McDormand, Joaquin Phoenix et au Québec, Martin Dubreuil. Trois interprètes que je crois qui se démarquent par leur intensité de jeu. T'as pas travaillé avec Martin Dubreuil jusqu'à présent, pas. Mais est-ce que toi, t'aimerais ça... Mais j'ai des rôles pour lui. C'est ça. Mais est-ce que t'aimerais ça de travailler avec un acteur ou une actrice aussi intense que ça? C'est drôle, hein? C'est vraiment une très bonne question parce que moi, je t'avoue, je suis tête de l'école et de la génération où aussi un tournage... Il faut que ce soit le fun. Il faut que ce soit paisible. Il faut que ce soit une expérience humaine satisfaisante. C'est sûr que ce qu'on fait, c'est souvent très difficile. Il y a un niveau de pression très élevé. Fait que ça amène souvent des situations humainement complexes sur les tournages. Puis il y a eu plein de cas qui ont été relatés dans les dernières années. C'est ça. Ces acteurs intenses-là, je t'avoue qu'ils me font peur. C'est-à-dire comme... Moi, je regarde Joaquin Phoenix, je suis comme... Puis tu lis plein d'histoires, tu dis, c'est pas un acteur facile. Moi, comme résultat, je regarde ça, je suis comme... Moi, en fait, c'est les acteurs caméléons qui, pour moi, s'effacent derrière leur personnage. Puis au Québec, on a ce danger-là un peu, je trouve, parce que nos acteurs de cinéma viennent souvent de la télé. Puis la télé au Québec, c'est très, très fort. On ne cachera pas, c'est le médium le plus puissant. Puis ça crée des vedettes. Puis les vedettes ont des personnalités. Puis tu ne peux pas faire abstraction de la personnalité d'une vedette quand tu le casses dans un film. Puis moi, j'ai joué avec ça. Edith Cochrane, elle a eu un rôle dans mon film. Je ne cacherai pas parce qu'elle a sa personnalité connue. C'est ça. Une personne très... ensoleillée, rayonnante, très, très enjouée. Bon, ça, puis j'ai joué avec ça, ça. Puis pour moi, je voulais comme lui offrir un peu un anti-rôle à moitié, mettons, c'est ça. Fait que, mais je t'avoue que ces acteurs-là, oui, ils me font peur. Mais Martin Dubreuil, on m'a dit qu'il est super sweet. Fait que je serais prêt à me lancer. Mais pour moi, c'est un des acteurs au Québec, je trouve, justement, qui devient... Il disparaît derrière le personnage. Même si je commence à saisir un peu sa personnalité, je ne sens pas Martin Dubreuil à travers ses personnages. Comme, malheureusement, je trouve beaucoup d'acteurs au Québec sont devenus des vedettes, que, tu sais, tous ces rôles, je trouve, c'est eux. Mais je t'avoue que, mettons, j'ai vu Mademoiselle Bottine, puis pour la première fois, j'ai pas vu Antoine Bertrand derrière son personnage. OK, je te l'accorde. Là, c'était pas Antoine Bertrand que j'ai vu. C'était un personnage. Qui est souvent aussi, malheureusement, typecasté. Il joue toujours un peu le même type de rôle, soit le comic relief ou le clown triste. Es-tu capable de me nommer une performance de chacun de ces acteurs-là qui t'a marqué, peut-être? Frances McDormand, pour moi, c'est plus facile parce que dans les dernières années, je trouve qu'elle en a fait plein. Mais mettons, Nomadland puis Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri, pour moi, j'étais wow, OK. Juste en 2 ans, je pense, elle a fait ces 2 films-là. Puis elle a eu l'Oscar deux fois de suite. Bon, c'est ça. Pour moi, j'étais comme, tu sais, puis c'est à la fois
super incarné. Tu sais, mettons, dans Nomadland, je trouve qu'elle a fait un peu ce que Demi Moore a fait cette année avec The Substance. C'est vraiment se mettre à nu. Tu sais, il y a des scènes, tu dis... Dans Nomadland, clairement, elle n'est pas maquillée. Là. Elle joue, c'est très, très raw, ça. Là. Puis pour moi, il y a aussi, on le sent, je trouve, chez les acteurs, l'humilité face au matériel du film. Pour moi, elle est au service du propos. Elle n'est pas là pour son propre ego. Puis ça, on le voit. Ça, on le voit. Joaquin Phoenix, c'est sûr que c'est plus facile à mentionner parce qu'il fait peut-être des performances plus explosives puis remarquées. C'est ça. Mais pour moi, oui, OK, Joker, name it, mais pour moi, dans Her, ce qui est aussi un de mes films préférés des 20 dernières années, là, je trouve que là, il y a quelque chose de... OK, c'est là qu'on voit sa palette. Il y a vraiment un personnage très sweet, très petit, très, très chaleureux, très attendrissant. Alors que tu regardes des Jokers, tu dis, OK, là, c'est ça. Il est ailleurs. Il est ailleurs. Fait que pour moi, ça montre vraiment sa grande palette. Là, c'est ça. Pour Martin Dubreuil, c'est un film de Maxime Giroux que peu de monde ont vu. Puis pour moi, c'est un de mes films préférés québécois, peut-être des années 2010. C'est La Grande Noirceur. Je ne sais pas si tu l'as vu. Non, je ne l'ai pas vu. Film vraiment fait avec des petits moyens. Tourné genre dans le Nevada aux États-Unis. En fait, je sais qu'il y a Romain Duris qui joue dans le film. Ah oui? C'est vraiment un film très weird. C'est comme dans un monde dystopique. Lui, Martin Dubreuil, joue un imitateur de Charlie Chaplin qui veut faire carrière aux États-Unis, qui est sur la route. Puis ça devient une espèce de film dystopique, thriller. Puis pour moi, il y avait quelque chose là de super, à la fois simple, mais j'aime aussi les acteurs très physiques. C'était une performance très physique. Il y a très peu de répliques. Puis pour moi, le cinéma, idéalement, souvent, les mots, pour moi, même si je considère que je suis rendu un scénariste, les mots, pour moi, c'est la dernière option. C'est-à-dire qu'on va utiliser tous les autres médiums du cinéma avant d'en arriver aux mots. Puis quand j'ai vu ce film-là, j'ai fait « OK, effectivement, c'est du grand cinéma » parce qu'il y a très peu de mots, puis c'est physique, c'est visuel. Fait que pour moi, vraiment... Puis tu sais, en même temps, tous les films qu'il fait, je trouve qu'il s'amuse comme à changer de registre. Puis tu sais, ça montre sa grande maîtrise. Puis aussi, tu sais, je pense que Martin Dubreuil, c'en est un qui est de l'école qui vient pas des écoles de théâtre. Tu sais, il n'a pas été formé comme... Puis c'était vraiment, je pense, un vrai acteur de cinéma. C'est-à-dire que c'est son corps, c'est son instinct qui embarque. Puis, fait que, c'est vraiment inspirant pour ça. Ouais. Je veux absolument qu'on parle de Paul Thomas Anderson parce que par la force des choses, Des Hommes la nuit a été un peu associé à Magnolia ou à d'autres films choraux d'une grande ampleur, là, si on veut, mais d'une grande humanité aussi. Il est arrivé quand, ce film-là ou ce réalisateur-là dans ta carrière? Il est arrivé au même moment que Tarantino, In the Mood for Love. Moi, on est tous des produits de notre époque, de notre génération. Moi, le cinéma, je pense pour beaucoup de gens, le cinéma qu'on découvre à la début vingtaine nous marque pour le reste de notre vie. Moi, c'est des films que j'ai découverts entre 18 puis 22 ans, mettons, c'est ça. Fait que c'est sûr que ça nous reste. C'est des films fondateurs. Moi, je suis l'époque où il est sorti Fight Club, Matrix, c'est ça. Puis Paul Thomas Anderson est sorti à cette époque-là. Magnolia, puis je pense qu'à l'époque, des films choraux, il s'en faisait quand même beaucoup. Puis moi, on dirait que c'est quelque chose qui est resté en moi. Je trouve que c'est une mécanique scénaristique qui permet d'aborder des thèmes de façon profonde, mais sans aller trop dans la lourdeur. C'est ça. Puis même si, mettons, pour Paul Thomas Anderson, j'apprécie beaucoup ces films plus denses, plus lourds. Mettons, There Will Be Blood, The Master, je les ai aimés. Mais on dirait que son cinéma plus que j'appelle jouissif. Donc, Magnolia, Punch Drunk Love, puis récemment, Licorice Pizza. Je trouve qu'il y a à la fois une profondeur et une légèreté, une humanité que j'apprécie. Puis, tu sais, moi, je pense pas qu'on ait des cinéastes d'une seule... Comment je pourrais dire? D'un seul sujet. C'est-à-dire que, tu sais, mon film Des Hommes la nuit, c'était un film choral. Puis... je peux dire, oui, il y a un aspect très humain, mais quand même très accessible. Tu sais, Vincent Biron, qui est mon directeur photo, me connaît. Il dit, OK, ça, c'est ton film Crowd Pleaser. Je dis, oui, ça, je l'assume. C'est un film qui était fait pour rejoindre quand même un grand public, tu sais, là, c'est ça. Puis mes prochains, ce ne sera pas ça. Tu sais, fait que je pense qu'on peut se promener entre les différents films. Puis Paul Thomas Anderson le fait. Tu sais, il se promène dans des films assez denses, assez lourds, puis des films plus légers. Puis les deux me touchent. Puis ça dépend, tu sais, j'en suis où dans mes goûts, tu sais, mettons. Ouais. Puis ces films à cette époque-là m'avaient beaucoup marqué. Je pense que, tu sais, il a un bon équilibre, lui, entre... c'est clairement un grand scénariste, mais c'est aussi un grand réalisateur. Tu sais, des fois, il y a des pans chez les cinéastes, un est plus fort que l'autre. Je trouve que lui, il réussit vraiment à amalgamer les deux, puis vraiment à conjuguer les deux de façon
naturel, ça, tu sais, là, c'est ça. Ouais. Il y a autant une grande rigueur dans l'écriture que dans la réalisation, tu sais. Puis ces films-là m'ont... Puis aussi, je te cacherai pas, tu sais, je pense qu'avec le temps, avec les nombreux films que j'ai faits, j'assume le côté ce que je suis un cinéaste humaniste. Il y a un côté de... je veux parler de l'humain, il y a quelque chose de la bonté humaine qui ressort de mes films, même si j'ai fait des films plus sombres, puis même si mes prochains films, il y en a qui vont être plus sombres, on dirait que c'est plus fort que moi. Puis dans certains de ces films, chez lui, je trouve que, OK, ça ressort. Il y a comme quelque chose de... C'est plus fort que lui. Son humanité transperce son cinéma. Puis j'avoue que c'est venu me chercher. Là, c'est venu me chercher à la bonne époque aussi. Il y a des films que je revois maintenant, je suis comme, OK, j'ai pas le même feeling que j'avais à l'époque. C'est normal, j'ai vieilli. Puis il y a des films qui grandissent. Le Tree of Life, je l'ai revu cette année, puis j'ai encore plus aimé ça que la première fois que je l'ai vu, ou la première ou deuxième fois que je l'ai vu. Fait que il y a quelque chose de le fun avec le cinéma qui change avec le temps, puis par rapport à ce que nous, on est, puis à l'époque où on est aussi. Là, ouais. Mais moi, j'aime beaucoup comment il évolue aussi. Tu sais, Tarantino, autant on sent qu'il raffine son style un peu, autant Paul Thomas Anderson. Tu sais, ses premiers films ressemblaient un peu à du Tarantino parce que, tu sais, il était ami aussi, puis tout ça. Magnolia, c'est son premier vrai sérieux, si on veut. Puis après ça, il a pris d'autres tangentes. Mais moi aussi, le Licorice Pizza, c'est un retour aux sources que j'avais pas vu venir nécessairement. J'ai hâte de voir son prochain avec Léo DiCaprio aussi. Là, je sais pas, il va s'inscrire où, mais Magnolia, tu sais, ça, c'est un cas aussi c'est le premier film de lui que j'ai vu, donc c'est lui dont je me souviens le plus. J'ai redécouvert de Boogie Nights vraiment plus tard, There Will Be Blood aussi, mais j'étais toujours, mais Magnolia, comment tu peux faire un numéro musical puis une averse de grenouille dans le même film, puis que tout fait du sens. Là, c'est drôle, vu que j'ai revu récemment pour préparer l'entrevue, j'ai vu l'influence profonde de ce film-là sur Des Hommes la nuit. Puis c'est de façon inconsciente. La quantité de musique qu'il y a dans Des Hommes la nuit, il y a tellement de musique dans ce film-là, que des personnages chantent les tunes. Dans mon film, il y a une scène, puis il y a comme, OK, je vois l'analogie. C'était subconscient, c'était pas des références voulues. C'est ça. Puis je comprends qu'il y a des cinéastes qui travaillent beaucoup avec des références, puis c'est très intellectuel. Pour moi, ça l'est pas. Pour moi, je vois beaucoup... de façon très... c'est dans mes tripes, mais c'est sûr que les influences sont là quelque part. Là, ouais. Je veux parler aussi un peu de Terrence Malick. Tu as mentionné Tree of Life quand même 2 fois. Puis en tant qu'artiste visuel, c'est sûr que son cinéma doit te parler quand même un peu. Est-ce que The Tree of Life, vraiment, c'est le meilleur de son œuvre selon toi? Celui qui parle le plus, c'est drôle, hein, c'est un des cinéastes que j'aime, mais que j'ai pas vu tous ses films. The Tree of Life, c'est ça que, en fait... The Tree of Life, puis je vais glisser en conversation le film A Ghost Story. Il y a comme quelque chose dans le cinéma que moi j'aime. C'est peut-être mon côté plus philosophe, là, mais il y a vraiment une réflexion philosophique. Pour moi, le cinéma m'amène des fois à avoir ce genre de réflexion. Là. C'est comme, qui sommes-nous? Pourquoi on est là? Puis c'est quoi la vie? C'est quoi la mort? Qu'est-ce qu'il y a après? Puis j'adore les films qui m'amènent dans ces zones-là, puis qui m'habitent pendant pas juste des semaines, pendant des années, ça, tu sais, là, c'est ça. Puis quand je revois, ça a encore un autre sens. Puis souvent, c'est des films qui, au premier abord, la première fois que je l'ai vu, j'ai pas tant trippé. J'étais comme, OK, je reconnais que c'est bon, mais bon, je sais pas trop. Puis là, tu le revois une couple d'années plus tard, t'es comme, ah, ben, Chris, OK, j'ai finalement compris le sens. Puis comment ça grandit. Puis A Ghost Story, c'en est un comme ça aussi. La première fois que je l'ai vu au cinéma, j'ai fait, OK, c'est bien, mais j'ai pas trippé. Puis les dernières fois que je les ai revus, je suis comme, wow, OK, là, j'ai comme pogné quelque chose. Puis je trouve qu'il y a de ça au cinéma qui, j'imagine que ça existe dans d'autres œuvres d'art, c'est sûr, mais il y a quelque chose dans le cinéma qui est peut-être plus, qui est capable de rendre une réflexion philosophique de manière viscérale. C'est-à-dire qu'on le sent dans nos tripes sans comprendre c'est quoi, tu sais. Puis on dirait que Tree of Life, ce qui m'avait marqué, c'est que j'ai compris quand même la première fois que je l'ai vu, qu'est-ce qu'il voulait faire. T'sais, pour moi, c'était le film de sa vie. Pas dans le sens de le meilleur film de sa vie. Le film de sa vie dans le sens de si je vais mourir demain, puis qu'on dit qu'on voit le film de ma vie, là, pour moi, Terrence Malick, c'est ce qu'il a vu, puis c'est ce qu'il a fait. Il a vu le film de sa vie avant de mourir, puis c'est ça qu'on retrouve dans le film. Puis je pense que c'est beaucoup inspiré de son expérience, ça, mais tu vois aussi, on voit, je pense que c'est le afterlife qu'on voit à la fin. Là, ça. Fait que pour moi, il y a vraiment quelque chose de sacré. T'sais, pour moi, l'acte de faire du cinéma est quelque chose de sacré. Puis le sacré amène des fois à faire des films de ce niveau-là
dans la philosophie. Puis pour moi, ça me touche, puis ça me plaît. Puis je t'avoue que j'aspire à ça aussi un peu. Puis en même temps, il y a comme un côté de moi qui, oui, je vais faire ça, mais je veux quand même que ça parle à un grand public. Ouais, bon, c'est ça. j'essaie d'équilibrer les deux. Puis des fois, je pense que j'ai réussi assez bien d'essayer de glisser des thèmes plus profonds, mais que ça reste accessible pour monsieur, madame, tout le monde. Bon, tout ça, fait que même lui, on dirait que The Tree of Life, c'était comme s'il avait poussé cette espèce de réflexion philosophique-là jusqu'au bout de ce que le cinéma peut permettre. Puis pour moi, ça m'a vraiment touché. Là, Ben moi, c'est... tu sais, j'ai toujours eu beaucoup de difficultés avec lui, mais même avec Malick en général, parce que... puis, tu sais, je pense que c'est parce que, ultimement, je suis pas un artiste dans le sens du terme artiste. Tu sais, j'aime l'art en général, mais il y a beaucoup... C'est son film qui a parlé, je pense, à le plus d'artistes aussi. Mais le seul film qui m'a fait de l'effet, puis là, après ça, j'ai compris, tu sais, que les gens doivent ressentir le même effet pour The Tree of Life ou pour Days of Heaven ou peu importe. Moi, c'est le film A Hidden Life qui a fait. C'est son plus récent. Hein? Ouais, son plus récent. Là, qui est je l'ai pas encore vu, mais j'essaie de me le pogner. Là. il est perdu, tu sais. Il a été à Cannes, puis après ça, il est sorti peut-être une semaine ou deux ici. Mais dans ce film-là, moi aussi, tu sais, c'est l'amalgame de ce qu'on voit, de ce qu'on entend. Ben, les thématiques me rejoignent pas, là. C'est un film de Deuxième Guerre mondiale, mais il y avait quelque chose que là, ça m'a fait de l'effet. Puis c'est la même affaire avec Tarkovsky aussi, un cinéma un peu plus poétique, basé sur l'image, qui me fait à peu près jamais rien, parce que mais je sais qu'un jour, je vais trouver le film qui va me faire de quoi, puis je vais faire OK, c'est pour ça que c'est un grand cinéaste. Puis je suis content de l'avoir trouvé pour Malick, parce que c'est ça, à chaque fois que je regarde ses films, je suis comme, tu sais, oui, c'est correct, mais ça me parle pas. Puis pourquoi ça me parle pas? Pourquoi tout le monde aime ça, puis moi, j'aime pas ça? C'est-tu moi le problème? Mais ça l'est plus pour Malick. J'attends encore mon Tarkovsky. Là, c'est bon. Je croise les doigts. Le temps file. Je sais pas s'il y a un dernier film. Tu sais, je vois Akira qui est sur la tablette. Peut-être parler un peu des animés. Ben moi, vu que je viens des arts visuels, c'est sûr que les films animés sont rentrés assez tôt dans ma vie. Puis en même temps, Le Roi Lion est rentré, Akira est rentré. Là. Pour moi, c'était... puis c'est sûr que j'ai découvert le cinéma animé japonais plus par les VHS puis les DVD. J'ai pas vu ça en salle souvent, mettons, tu sais. Mais, les studios Ghibli étaient très difficiles à trouver, je pense, même en Amérique du Nord. Là, je pense une question de droit avec Disney. Moi, j'ai grandi à l'époque où les mangas, c'était pas la mode. Là. J'étais un geek de lire ça. Là, c'est ça. Puis ça m'a pris du temps à assumer que ces films-là ont eu une influence forte sur moi. T'sais. Puis moi, les premiers films animés japonais que j'ai vus, c'était Akira, Ghost in the Shell, A Grave of the Fireflies. Il y en a beaucoup que j'ai vus. Puis qui, maintenant, je le vois, l'influence que ça a dans la façon de mettre en scène, comment de composer les images. Puis cette influence-là, je le vois chez les Denis Villeneuve. Je le vois chez d'autres cinéastes. Puis peut-être que, puis je pense que eux sont de cette génération-là aussi. Là, c'est ça. Puis pour moi, le cinéma japonais, il y a comme quelque chose qui rapidement m'a fait comprendre que tu peux aborder le cinéma d'animation qui normalement est associé ici en Amérique du Nord aux jeunes de façon très adulte avec des scénarios, des réflexions très, très poussées. Là, des films comme Ghost in the Shell, je pense que c'était 20 ans avant son temps. Là, c'est ça. Puis on verrait ça aujourd'hui, on est comme, OK, l'intelligence artificielle, effectivement, il en parlait déjà dans les années 90, puis la façon de le montrer, de le mettre en scène, puis à travers le genre, c'était vraiment un film science-fiction, policier, tout ça. Puis évidemment, je parle pas du remake américain, là, je parle vraiment du film original, mais pour moi, ça m'avait, je pense, marqué dans le sens que tu peux faire des films accessibles au grand public, puis pousser des réflexions en dessous, à travers, puis que ça résonne, puis que ça puisse faire son chemin à travers le divertissement du film. Là, c'est ça. Puis je sais que, en fait, ce que je dis là, c'est rien de nouveau, mais pour moi, c'était les films qui m'ont montré ça. Je pense qu'à l'âge où j'avais, donc entre 14 et 17 ans, ces films-là, c'était probablement les films les plus profonds que j'ai vus avant de les découvrir au cinéma de grand écran avec des humains, mettons, là, c'est ça. Fait que le cinéma d'animation, pour moi, n'a jamais été associé aux jeunes, au public jeunesse. Pour moi, ça a toujours été associé à tu peux pousser des choses. T'sais. Puis, comme je te disais au début, moi, je viens du monde de la BD, le rendu au cinéma, mais c'est drôle, c'est une porte que je ferme pas. Dans le sens que le retour à la bande dessinée, pour moi, est possible, considérant qu'au Québec, c'est difficile de faire des films, d'être financé. C'est long de faire des films. T'sais, Des Hommes de la Nuit me pris 10 ans. Là, tu vois, mes prochains films, j'espère qu'ils ne prendront pas 10 ans, mais tu vois, le projet plus avancé, ça fait déjà 5 ans que je suis là-dessus. Fait que, ça s'annonce comme ça va être long, c'est ça. Fait que je me dis, OK, pour moi, la bande dessinée, c'est une porte que j'aimerais ça rouvrir éventuellement. Puis je t'avoue que j'ai commencé à faire certaines démarches. Puis j'ai déjà des scénarios, des histoires que je me dis, ça, c'est pour la bande dessinée. Dans le sens qu'au Québec, je ne serais pas capable de faire ce film-là. Certains films de genre très, très pointus, j'ai fait, au Québec, j'aurais pas les moyens ou on n'est pas encore là. Je me dis, peut-être je vais le pousser en bande dessinée. Puis c'est sûr que mes
mes influences animées japonais vont revenir, vont ressortir. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais donc, voilà, ben, ça fait quand même un petit tour. Là. On arrive dans la dernière partie qui sont les questions courtes. Tu peux développer un petit peu aussi, là, mais le but, c'est que tu nous dises ce qui vient. Ouais, c'est ça, ce qui te vient rapidement à l'esprit. Je commence tout de suite avec un petit warm-up qui était dans le questionnaire aussi, pour pas trop te prendre de cours. Le dernier film que tu as vu au cinéma? Nosferatu. Ouais. As-tu aimé? J'ai aimé. Le film, les cinémas de Robert Eggers, on dirait que ça me prend 2 visionnements avant de l'apprécier à 100%. Mais je t'avoue, je vais faire une petite crotte. Là. Je l'ai vu à la maison de cinéma, puis c'était en salle 13. Puis la salle 13, c'est la pire salle à la maison de cinéma. J'adore la maison de cinéma, là. Mais j'étais dans une salle pleine, d'ailleurs. Puis tout le monde est sorti en disant « Hey, c'est-tu moi ou le son? Puis le son était vraiment pas fort. Ouais. Puis pour moi, le cinéma est quelque chose de très, très sensoriel. Puis quand je regarde un film qui est pas fort, pour moi, c'est comme écouter un film sur un iPhone. Fait que j'ai fait... On dirait que j'ai vu ce film-là sur un iPhone, même si je l'ai vu sur un grand écran. Bref, ouais. Voilà, je vais faire une confession. Je pense que j'étais dans la salle pendant que tu étais là. Je n'étais pas sûr. Là. Je pense que je t'avais peut-être reconnu au loin. Là. Mais ouais, c'est ça, une salle assez pleine. Puis effectivement, moi aussi, là, je suis au cinéma, c'est pour me faire défoncer les oreilles. Me craque le son. C'est ça. Moi, je veux que la bass fasse pomper mon cœur. On dirait que j'ai vraiment vu un film presque sur mute. Moi, le dernier, c'était dans une autre salle, encore une fois, mais c'était West Side Story. Ben, pas le dernier, mais en tout cas, que le son n'était pas fort. Puis là, on dirait que j'entendais juste les bruits de pas dans la comédie musicale. Puis là, j'étais comme, non, il est supposé avoir de la musique. Pourquoi? En tout cas, bref, je rembarque. Tes plaisirs coupables? Ah oui. Moi, ayant grandi des années 90, là, les films d'action de Schwarzenegger, Stallone, Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal, name it, là, c'est mon gros plaisir coupable. C'est drôle parce que je fais beaucoup de films maintenant qui parlent de la masculinité, puis on dirait que c'est le résultat du fait que j'ai aimé toutes les Conan le Barbare, Calidor, les Rambo, name it, mais on dirait que, évidemment, ces films-là sont associés à ma jeunesse, des films que j'écoutais dans le sous-sol de chez mes parents avec mes frères sur VHS. Fait que c'est sûr que j'ai encore cet amour-là du gars qui arrive avec son gros fusil puis qui tue l'autre puis il lance son one-liner. On dirait que ça me fait ça. Mais je t'avoue, récemment, j'ai revu Die Hard, le premier, puis j'ai fait « Wow, c'est vraiment bien réalisé ». Je pense qu'aujourd'hui, tu présenterais ce film-là, ça se comparait au John Wick. Je trouve qu'en termes de réalisation, j'ai fait « OK, c'est peut-être pas tous mauvais. » Le premier Rambo aussi, j'en garde un bon souvenir. Les autres... C'est ça, tu sais. C'est quand même du vrai cinéma à certains égards, mais je t'avoue qu'il y a un petit côté peut-être un peu archaïque en termes de représentation masculine qui, en même temps, me fait sourire et qui me touche encore. As-tu Letterboxd? Non. Écoute, je pense que c'est une question générationnelle. Je suis quand même plus vieux que toi un peu, là. Puis je sais c'est quoi, là, tous les jeunes cinéastes qui m'en parlent. Mais un jour, il faut que je m'y mette. Là. Un jour. Ben, il y aura la liste de tous tes films sur Letterboxd, que tu le veuilles ou non. Des films dont tu as parlé aujourd'hui. Fais-tu, peut-être plus à l'époque qu'aujourd'hui, mais fais-tu beaucoup de listes, je sais pas, des tops de réalisateurs? Est-ce que tu t'amuses à faire ça? Non, mais tu vois, on dirait que quand tu m'as invité à l'émission, on dirait que... En fait, c'est drôle. De temps en temps, je pars un fichier Excel. OK, je vais marquer tous les films que je regarde. C'est juste une note puis un commentaire de 2 lignes. C'est juste pour pas que j'oublie parce que je regarde tellement, tu sais. Puis on dirait que des fois, ça part, des fois, ça revient. Puis je dis, OK, peut-être qu'il faudrait que je sois plus rigoureux parce que on dirait que j'oublie la quantité de films que je regarde, tu sais. Puis c'est ça. Mais bref, ton invitation m'a comme incité à en faire plus. Peut-être que comme Scorsese et Coppola, tu vas te partir un Letterboxd aussi pour faire la promo du prochain film. Qu'est-ce que tu penses des notes au cinéma, des notes de 4 étoiles sur 5, des enfants de même? Est-ce que tu as tendance à noter des films? Est-ce que ça vaut rien? Qu'est-ce que tu penses du rating? Très bonne question. Moi, je suis capable de noter les films que je regarde, mais... Comment je peux dire ça? Le cinéma, pour moi, il y a comme quelque chose... OK, c'est comme la nourriture. Okay? Je vais sortir une grande analogie que je fais souvent, là, tu sais, là, c'est ça. Moi, par exemple, OK, je suis un Asiatique, je suis un Vietnamien. Moi, je fais des banh mi, mettons. OK, c'est ça. Puis, je peux te faire le meilleur banh mi au monde. Si toi, tu n'aimes pas le pain, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vas jamais aimer mon banh mi, même si tout le monde dit que c'est le meilleur banh mi au monde. C'est ça, fait, il y a comme quelque chose de... Les goûts, ça se discute, mais ça se discute pas non plus. C'est comme, je suis capable d'apprécier des films qui, à la base, ne sont pas faits pour moi. Ça, mais il y a un niveau que je serais pas capable d'apprécier, comme de dépasser. Là, c'est ça. Fait que la critique, c'est ça aussi. C'est comme, c'est-à-dire que, on a chacun nos biais, on a chacun notre histoire de vie. Puis il y a des films qui me touchent plus que d'autres. On en a parlé. The Moon for Love me touche, puis je le sais,
parce que je suis un Asiatique, ça vient me chercher plus que peut-être un public nord-américain, tu sais, c'est Ouais. ça. Mais bon, mais en même temps, même si les gens reconnaissent un grand film, je suis pas sûr que ça touche autant les gens que ça m'a touché moi. Ça, tu sais, c'est ça. Mhm. Fait qu'il y a une part de ça que j'accepte, puis que je comprends, puis que maintenant, je digère quand j'ai des critiques. Puis je t'avoue que j'ai appris à lire les critiques en lisant les critiques de mon film Ouais. aussi. Ça, pour moi, c'était une grande c'était la grande découverte. En fait, la grande épreuve que j'ai fait que je me dise que j'allais traverser. Tu sais, je veux dire, quand tu fais du court-métrage, tu fais du clip, tout ça, t'es pas critiqué. Tu sais, ça veut dire que Ouais. si tu gagnes un prix à un festival, ça veut dire que c'est bon, mais si tu gagnes rien, personne n'a dit que c'était mauvais. Tu sais, Ouais. c'est ça que tu comprends. Tu sais. Là, Maintenant, il y a aussi les commentaires YouTube, là, des Ouais, fois, ouais, si jamais ouais, le c'est film ça. ou Ouais. le clip ça mais trouve là, j'avoue que pour moi, avec Des Hommes la nuit, c'était ma première rencontre avec la critique, genre, puis que, OK, là, j'en prends, j'en laisse, bon, tout ça. Tu sais. Mhm. Fait que, C'était une de mes questions, mais tu sais, je vais la tourner en est-ce que Ouais. tu lis les critiques en général des oui, autres oui, films? quand même. Pour te- ouais. Oui. Puis pas nécessairement pour guider si je vais aller voir le film ou pas, plus comme pour voir, OK, qu'est-ce que cette critique-là a perçu du film ou a décelé. Des fois même, je trouve que ça montre le biais Mhm. de la personne qui critique. Ça, tu sais, Ouais. c'est ça. Tu sais. Puis je pense que les critiques les plus faciles pour voir le biais, c'est, mettons, les critiques des films de super-héros. Ça, tu sais, Mhm. c'est-à-dire que c'est sûr que tu ne demandes pas à Michel Coulombe de critiquer un film de super-héros. C'est sûr que le film va avoir 2 sur 10. Ça, tu sais, Mhm. c'est ça. Mais tu demandes à d'autres mondes, c'est comme, OK, lui, c'est un cinéma qui est capable de prendre, d'accepter, tu sais, bon, tout ça. Tu sais. Fait que ça permet de relativiser beaucoup, je trouve, là, tu sais, quand tu lis les critiques de, OK, chacun a sa personnalité, tu sais, c'est ça. Tu sais. Puis, mais il y a certains films qui font consensus, bon, tout ça. Tu sais. Fait que, Ouais. ouais. C'est... Ah, ça, là, on en a déjà parlé un peu. Le premier film que tu te souviens d'avoir vu au cinéma. Es-tu un défenseur du format physique? Ah, très bonne question. J'aimerais ça dire oui, mais on dirait qu'il y a une facilité au numérique. Puis je dis pas nécessairement le streaming. Là, tu sais, j'achète des fois des films comme le fichier numérique. Là, tu sais, là, c'est ça. Ouais. Je pense que j'aimerais ça revenir plus. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté de format physique. Mhm. Puis je t'avoue que des fois, je suis comme « Ah, il me semble que je l'avais, ce DVD-là, puis, ou ce film-là. » Puis là, je le retrouve plus sur ces plateformes. Bon, ça, c'est ça. Ouais. Mais je t'avoue que y a le fait que il y a une facilité au numérique qui m'a rendu paresseux, je l'avoue. Est-ce que tu as une grosse collection de films, justement? Ou... Oui et non. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai ramené des DVD qui dataient de ma jeune vingtaine que j'avais acheté, ça, puis j'en achète presque plus. Mais il y a beaucoup de films que j'ai achetés en numérique, qui sont sur des disques durs un peu là, sur mes comptes, là, c'est ça. Mais j'en regarde beaucoup plus que j'en achète, ça c'est sûr. Là, ouais. Puis des films que tu possèdes, est-ce que tu les as tous pour la plupart vus ou non? Oui, OK. pas mal. Ouais, c'est bon. Ça, ouais. Des fois, on achète, mais on regarde pas. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus... Ben, tu as un peu répondu à la question, mais je vais la reposer quand même. Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Le scénario, la performance d'acteur ou la signature visuelle? C'est toutes ces réponses, en fait. Ouais. C'est-à-dire que, tu sais, le cinéma, c'est un peu ça qui le distingue des autres formes d'art, c'est que c'est vraiment un amalgame de tout, ça, tu sais. Puis pour moi, les grands films qui à la fois traversent le temps, mais qui aussi réussissent à rejoindre les différentes cultures, les différentes générations, c'est les films qui réussissent justement à faire tout ça en même temps de façon très viscérale, ça, tu sais, là. Mais il y a quelque chose au cinéma, puis je pense que... Moi, c'est une réflexion que j'ai, c'est qu'il faut de plus en plus distinguer le cinéma de la télévision. Je trouve que, surtout à une époque où est-ce que là, il y a plein de séries en streaming, puis j'en écoute plein de séries, mais pour moi, la série, c'est vraiment de la consommation rapide. Tu sais, j'en écoute, avec ma blonde, j'écoute un épisode par jour, mais je peux même pas te dire aucun plan que j'ai vu hier de la série que j'ai écoutée. Il n'y a aucun plan qui m'est resté en tête. Oui, je connais le scénario, là, okay, j'ai vu des performances, mais il n'y a rien qui m'est resté. On consomme ça comme du fast-food un peu. Puis pour moi, de plus en plus, je pense qu'il faut avoir une réflexion de qu'est-ce que le cinéma puis comment il se distingue. Là, c'est ça. Fait que, excuse-moi, ta question, c'est quoi, non? C'était qu'est-ce qui est le plus important, le scénario? Fait que le cinéma, c'est quand tu réussis à conjuguer tout ça, puis que là, ça crée des moments uniques qui restent à la fois, je peux dire, imprégnés dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit. Je veux dire, Tree of Life, In the Mood for Love, il y a des plans qui vont rester jusqu'à temps que je meure. Ça, c'est ça. Puis c'est pas juste le visuel. Il y a le visuel, c'est sûr. Mais en même temps, quand je parle de la télé, là, je vais en amener ça, c'est que le cinéma, c'est pas juste des mots. Puis pour moi, je t'avoue que moi, je suis pas de l'école de cinéma, mettons, des Woody Allen. C'est ça. C'est drôle, je dis ça en même temps, Tarantino, c'est un cinéaste de mots,
Mais on dirait qu'il réussit à transcender l'espèce de diarrhée verbale qu'il a lui-même. Là, là, c'est ça. Mais moi, je ne suis pas un cinéaste de l'école des mots. C'est ça. Puis j'ai l'impression qu'il faut conjuguer le cinéma à travers tous ces différents médiums. Puis les mots, c'en est un, mais c'est un parmi tant d'autres. Là, c'est ça. Fait que, ouais, c'est ça. Combien de films regardes-tu par année, à peu près? Je suis sûr qu'il y a plus de monde qui écoute de films que moi. J'en écoute quand même beaucoup. Je le sais pas. Mettons, je te dirais entre 75 et 100 peut-être. Okay. C'est ça. J'écoute beaucoup de séries avec ma blonde, mais que j'oublie ce que j'ai écouté. Ouais, c'est ça. Mais il y a quelque chose de, tu sais, faire des films, ça aussi, ça prend énormément de temps. Ouais. Je te cacherai pas que, à part m'occuper de mes enfants, le reste de ma vie, c'est ça. C'est de préparer mes films, travailler sur mes films, ça, tu sais. Puis tout ce qui est connexe aussi, tu sais. Je veux dire, là, présentement, je lis beaucoup de scénarios parce que je suis payé pour être consultant. Tu comprends-tu? Fait que le cinéma prend beaucoup de place dans ma vie. Fait que faire des films, ça prend beaucoup de temps. Fait que des fois, je manque de temps pour voir des films, carrément. Ouais. Puis je constate que quand j'étais plus jeune, j'avais envoyé plus. Parce que j'avais plus de temps. C'est aussi simple que ça. Ouais. Je le constate aussi. Avec 2 enfants, moi aussi, c'est ça. Aimerais-tu que tes enfants fassent du cinéma? Oui, mais j'oblige à rien, tu sais. Puis c'est ça que j'essaie de cultiver. Okay. Sans nécessairement dire que je veux cultiver le cinéma en eux, je veux cultiver au moins la partie créative en eux, ça, tu sais. Puis tu vois, ma fille, mettons, là, elle s'en va pas vers un domaine nécessairement artistique, mais je le sais. En fait, elle lit mes scénarios, ma fille, puis elle est capable de discerner des choses, tu sais, puis je laisse leur montrer des films différents aussi. Puis quand on regarde un film, je leur parle du film, ça, tu sais. Autant l'aspect, oui, scénario, thématique, mais aussi comment ça s'est fait, c'est ça, tu sais. Puis ma fille, puis avec mes enfants, pas juste ma fille mais mon gars, tu sais, mais on a fait plein de films maison, là, tu sais, je te cacherai pas, là. Pendant la COVID, on a fait des films de Kung-Fu, là, que personne ne va voir, là, tu sais, OK? Mais ils ont goûté à la création du cinéma, tu sais. Puis oui, je les épaule, puis je filme, c'est moi qui fais le montage, bon, tout ça, tu sais, là, c'est ça, mais ils ont vu le plaisir, puis aussi, je pense que je veux leur montrer, tu sais, des grands projets comme ça. Le cinéma, tu sais, faire des films, c'est des grands projets. C'est énormément de travail d'équipe, puis tout le facteur humain là-dedans. Puis c'est ce que j'espère qu'ils retiennent, du moins de mon expérience en cinéma que je leur transmets, c'est que, tu sais, à travers l'art, ce qui compte, c'est l'humain. Puis c'est l'humain qui est derrière l'art, puis c'est l'humain qui est après l'art aussi, tu sais, là, c'est ça. Puis je pense qu'ils réussissent à percevoir ça, là. Ouais. Si tu as le choix, est-ce que tu regardes un vieux film ou une nouveauté? Vieux film. On dirait que c'est drôle, hein? Puis maintenant, je fais une référence aux différentes plateformes de visionnement. Ma préférée, je pense, c'est Prime Video. Je trouve qu'il y a plein de vieux bons films là-dessus que Netflix n'a pas. On dirait que Netflix, il carbure, puis les autres sur les nouveautés. Puis on dirait qu'il y a plein de classiques que j'ai pas vus, que je me promène sur Prime. Je suis comme, oh shit! Puis là, je m'arrête, puis là, je les regarde pour vrai. Alors que sur Netflix, je suis souvent en infinite browsing mode. Là. Je regarde, je sais pas quoi choisir. On dirait que ça. Fait que, oui, j'ai. Bon, c'est peut-être aussi une question d'âge. Des fois, tu dis, OK, peut-être que les... Je sais pas. En fait, ça me fait remarquer aussi qu'il y a plein de bons films que j'ai pas vus puis que j'ai encore beaucoup de choses à rattraper. Là, c'est ça. Si tu as le choix, est-ce que tu regardes un film que tu as déjà vu ou un film que tu n'as jamais vu? C'est sûr que j'ai jamais vu, mais je t'avoue que de plus en plus, j'ai le goût de revisiter des films, tu sais, puis des films qui m'ont laissé une marque, puis je sais ou que j'ai l'impression qu'ils vont développer autre chose. Récemment, le film que j'ai eu le goût de revoir, je vais te dire, c'est Jerry. C'est un film très peu connu de Gus Van Sant, je pense, c'est 2002. Je l'ai vu à l'université, OK? Puis c'était limite expérimental. C'est vraiment, tu sais, dans ces films plus expérimentaux, tu sais. Puis je me souviens que ça m'avait laissé comme, waouh, il y a comme quelque chose que j'ai pas catché, mais j'ai le goût de le revoir. Puis là, récemment, j'ai compris que j'avais un DVD du film chez moi. Je me dis, je pense que je vais me le retaper. Fait que, on dirait que pour certains films, j'ai goût de les revoir pour voir comment ils ont évolué chez moi. C'est ça, ouais. Quel film, là, ça va peut-être être dur à chaud, mais quel film est-ce que tu as plus aimé que la moyenne des gens, disons? Bon, In the Mood for Love, je pense. Ah oui? Ouais. Ça dépend qui. OK. La moyenne est quand même... Ouais, les gens l'aiment quand même pas mal. Ouais, là, la mais... moyenne. C'est un film que les gens, mettons, disent « Ah non, ça c'est pas bon » puis toi, t'es comme « Non, moi j'ai vraiment bien aimé ça. » J'en ai un. Le film Steve Jobs. Pas le film avec Ashton Kutcher. Le film de... Danny Boyle, je pense. Danny Boyle. Ouais.
On dirait que c'est un film qui est passé sous le radar. Puis je peux comprendre pourquoi. Là, mais je trouvais que le scénario de Aaron Sorkin, la façon que le film est structuré, puis le côté très flamboyant dans la réalisation, puis aussi comment il joue avec les formats, parce que c'est tourné en 16 mm, en 35 puis en numérique. Puis il y a comme... Puis les performances... Enfin, bref, moi, c'est un film qui m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup ému aussi, là, tu sais. Je t'avoue que j'ai appris que tu as des enfants. Moi, des films, c'est sûr, quand ça parle de ce qu'on laisse à nos enfants, puis le sacrifice qu'on fait pour nos enfants, ça vient me toucher une corde. Puis ce film-là, c'est arrivé dans cette zone-là, puis je m'y attendais pas. Moi, au cinéma, j'ai pleuré à ce film-là, puis j'étais comme, OK, je suis le seul, visiblement, qui a pleuré, là, c'est ça. Fait que, ouais, ça. Je pense que les gens reconnaissent, c'est pas un mauvais film, mais il y a personne qui va dire que c'est un grand film. Mais moi, on n'en parle plus beaucoup. Exactement, c'est ça. Mais moi, c'est un film qui est vraiment venu me chercher, puis que j'aurais le goût de le revoir, maintenant. À l'inverse, quel film que les gens ont beaucoup aimé que toi, t'as pas aimé? Il y en a plein. OK, je vais t'en dire un. Anatomie d'une chute. Moi, là... OK, regarde, c'est correct. Là. C'est pas mauvais comme film. Mais pour moi, je comprends juste pas l'engouement qu'il y a autour de ce film-là. Je trouvais que... Oui, c'est un film de scénario. Puis par moments, je trouvais que, OK, ça ressemble à de la bonne télé. Dans le sens que pour moi, j'ai pas senti de la mise en scène de cinéma. Là, peut-être je vais me faire tuer en sortant d'ici par du monde, je ne sais pas. Là, on le coupera au montage. C'est ça. Mais il y a ça. Mettons, récemment, Jury numéro 2, j'ai détesté ça. J'ai comme fait, wow, je trouvais qu'il y avait de la paresse là-dedans. Puis je pense qu'il y a eu des bonnes critiques, mais en fait, il n'est pas sorti ici. Hein, ça, juste à Montréal, puis après ça, il est allé sur Crave, je pense, ou quelque chose comme ça. Mais récemment, mettons, L'Anatomie d'une chute, je trouve que c'est le film que j'ai pas compris pourquoi le monde a aimé ça. Puis je pense que c'est vraiment The Zone of Interest qui aurait dû gagner un Palme d'Or. Pour moi, c'était récemment, là, dans mes chocs cinéma, là, je pense que c'est le film qui m'a le plus choqué dans le sens comme shit, lui, il a compris c'est quoi le cinéma. Là, puis ça m'a vraiment frappé. Là. Ouais. Il fait un film aux 10 ans aussi. Oui, il y a peut-être ça. Oui, c'est ça. Okay. Les Oscars, c'est important? Bah, c'est le fun. Moi, je suis ça. Je trouve que mais ça m'aide aussi à comme quand tu dis, OK, là, je veux rattraper, surtout dans le temps des fêtes, là, je veux rattraper ce que j'ai manqué. Ça me donne un certain baromètre à quoi comme chercher un peu. Là, c'est ça. Fait que, mais écoute, connaissant, c'est drôle parce que je dis des Québécois nominés, il y en a de plus en plus. Puis dans les dernières années, il y a eu beaucoup de Québécois nominés en court-métrage. Puis moi, c'est un milieu que je connais. Puis je sais... Finalement, au fond, ça m'a fait comprendre à quel point c'est une grosse game politique, les Oscars. C'est vraiment... Il faut que tu ailles chercher de l'appui des gens. C'est comme une campagne électorale. Puis des courts-métrages comme Fauve, je veux juste rappeler Fauve, c'est un court-métrage de Jérémy Comte. Jérémy Comte vient de Sherbrooke. Il habite plus ici, mais c'est un des jeunes que j'ai mentoré quand il a commencé. Puis... tu vois que c'était une vraie game politique pour essayer à gagner un Oscar. Être nominé, déjà, pour moi, je pense que tu as fait quelque chose de pas pire. Gagner, là, il y a de la politique derrière ça. Puis je pense, c'est pas juste les Oscars, je pense qu'il y a beaucoup de prix. Moi, je vote pour les prix Québec Cinéma, puis je ne veux pas dire que ceux qui sont là, ils ne méritent pas. Je veux juste te dire que c'est quand même un concours de popularité. Les gens votent pour les gens qu'ils connaissent, puis c'est ça. Les festivals, c'est important? Oui, ne serait-ce que pour, comme je dis, comme baromètre. Ça. Moi, par contre, je t'avoue que moi, quand j'ai commencé, ça fait longtemps, ça fait 20 ans, plus que 20 ans, mes courts-métrages, je les ai fait beaucoup circuler, j'accordais beaucoup d'importance. On dirait qu'avec le temps, j'ai comme fait de la paix avec ça. C'est comme, il y a des films que leur vie, c'est en festival, il y a des films que leur vie qui se fait ailleurs. Puis il y a des films qui sont de public festival, puis il y a des films qui sont de grand public, ou peu importe, c'est ça. T'sais. Fait que j'ai comme fait de la paix à dire, OK, maintenant, il y a certains grands films qui n'iront jamais en festival pour différentes circonstances, différents contextes. Puis il y a des films qui pognent en festival pour certains points particuliers, puis qui, mettons, m'ont moins rejoint. Je vais nommer notamment Vampire Humaniste. C'est un bon film, là. Puis je connais du monde qui ont travaillé là-dessus. Mais pour moi, j'étais comme... J'ai l'impression que c'est les festivals qui l'ont fait... qui en ont fait un grand film connu, mais je trouve qu'un film simple comme Sylvain méritait plus en termes artistiques, je trouve, là, de pouvoir rayonner. Là, c'est ça, Et en terminant, l'Estrie, c'est la plus belle région pour faire des films? Je le sais pas. Pour vrai. En fait, je vais te répondre non, mais c'est ma région. C'est ça l'affaire. C'est que, on dit souvent, c'est là où je suis, c'est là où mon identité artistique est, ça vient avec son lot de défis, ça, Puis, je veux dire, je peux pas être autre chose que moi-même. Je n'irai jamais faire un film ancré dans la réalité métropolitaine, mettons. C'est pas moi, ça. Je peux y aller pour travailler, j'ai aucun problème, là, c'est ça. Mais
Fait que pour moi, l'Estrie, c'est mon identité. Puis récemment, j'ai lu un truc là, dans la presse, puis il avait invité l'artiste Alexandra Staliski, c'est ça? Ouais. Elle était comme, je sais pas, éditeur invité pour du dossier artistique. Puis elle avait dit une phrase, puis j'ai comme fait, OK, elle a comme tout compris, là, c'est que, tu sais, l'art, c'est un vecteur d'humanité et d'identité. Ces deux mots-là, pour moi, ça résume tout. Puis pour moi, l'Estrie, le mot identité est là. Tu sais, c'est dans le sens que, tu sais, mon identité est là. Toutes les histoires que j'écris de par moi-même, que c'est plus fort que moi, ça se passe dans des petites communautés. Il y a comme quelque chose qui vient me chercher là, que je trouve qui est comme un microcosme de l'humanité dans les petits villages. Écoute, c'est mon univers, c'est mon imaginaire à moi. Fait que pour moi, mon identité est là. Mais en même temps, on a plein d'identités. Je suis un Vietnamien. Il y a plein d'autres choses aussi que je veux explorer, là, mais en termes de territoire, on dirait que j'ai comme trouvé mon territoire, exactement. Artistique et là où je réside. Ouais. Anne Minh Truong, merci beaucoup de t'être prêté au jeu du Ciné-Club. C'était très apprécié. Puis de très bonnes suggestions pour nos auditeurs et auditrices. Merci beaucoup. Merci.